Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes Kevin Dernel et François Strickers, cofondateurs de Visual Scaling. On a lancé cette série parce qu'on est convaincu d'une chose. L'éducation et la formation sont aujourd'hui, plus que jamais, ce qui est le plus important dans la société comme dans les entreprises. Le Skillcast, c'est notre façon d'ouvrir des discussions franches avec celles et ceux qui innovent, expérimentent, doutent parfois, mais avant tout, font l'éducation et la formation de demain. À chaque épisode, on donne la parole à des invités qui partagent leur point de vue, leurs méthodes, leur retour d'expérience. On y parle pédagogie, edtech, éducation, hybridation, technologie, enseignement. Mais surtout, on essaye de comprendre comment on apprend aujourd'hui et comment on apprendra demain. Pas de discours théorique, pas de recettes toutes faites, juste des conversations utiles pour celles et ceux qui font du learning un levier d'impact. Bienvenue dans le Skillcast. Bonjour à toutes et à tous. Pour ce troisième épisode du Skillcast, on reçoit Michael Legère. Michael, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour Mika. Tu as eu une carrière qui est assez fascinante et tu as commencé complètement aux antipodes de ce qu'on traite ici aujourd'hui. Tu as commencé, tu étais informaticien. Exact. Et après 2 ans Très rapidement, effectivement. 2 ans après, en tant qu'informaticien, tu as fait des études de pédagogie et tu voulais au départ devenir prof d'informatique. C'est exactement ça, oui, tout à fait. Et raconte-moi un petit peu comment ça s'est passé, ça. Bien, pour faire simple, la passion de devenir enseignant, elle est là depuis très très jeune. Comme beaucoup de gens, je rencontrais un prof extraordinaire quand j'étais en 4e primaire qui s'appelait Monsieur Bonus, rien que son nom, c'est quelque chose de génial, qui m'a ultra motivé et qui m'a tout simplement donné un petit surnom à l'époque. Il m'appelait Calculus en classe, c'était assez rigolo. Il voyait que j'avais des facilités avec le calcul et c'est vrai que ça m'est resté ancré de cette façon de travailler aussi, parce qu'il avait une pédagogie avec des jeux d'échecs. On avait un jeu d'échecs chacun au coin de la table, et chaque fois qu'on terminait un examen et qu'on avait au moins bien réussi, 70%, un truc comme ça, on pouvait jouer contre lui. Donc il y avait une motivation, voilà, tous des trucs assez originaux que j'ai jamais retrouvés et que j'avais envie de faire à mon tour. Donc la passion pour devenir enseignant, ça a toujours été le cas. Et puis je me suis intéressé à l'informatique. Alors pourquoi l'informatique ? Parce que moi j'avais des troubles d'apprentissage énormes, j'avais des dyslexies, j'avais aussi un TDAH, etc., comme beaucoup de jeunes aujourd'hui. Et les outils m'ont aidé fortement. J'avais une logopède qui m'a conseillé de prendre l'outil informatique et qui, au bout de quelques séances, a dit écoute, en autonomie, continue, utilise ces outils, avance là-dedans. C'était l'époque où les machines tombaient en panne tous les 10 minutes, donc on a appris à les démonter, les remonter, etc. Et puis voilà, cette envie d'être prof, cette passion pour l'informatique et cet outil qui m'aidait beaucoup, mettre les deux ensemble a fait que j'ai voulu devenir prof d'info. J'ai donc commencé à étudier l'informatique parce qu'après, on pouvait devenir prof d'info. C'était ça à l'époque. Puis il y a eu un décret Bologne qui est venu tout chambouler. Donc, je n'ai pas pu devenir prof d'informatique. J'ai été informaticien, mais un peu déçu. Je voulais enseigner, pas juste... Manquait quelque chose. Ouais, c'est ça. Ma passion n'était pas complètement rencontrée. Mais j'ai eu une chance incroyable, c'est que la directrice de là où j'ai fait mes études d'informatique m'a un jour téléphoné en disant « Écoute, il y a une opportunité, il y a une pénurie, on n'arrive pas à trouver, etc. On peut engager sans les bons titres. Juste là maintenant, il y a un petit créneau, tu peux rentrer. » J'ai dit « Écoute, oui, je lâche tout. J'ai beaucoup perdu. C'est un chouette métier, bien payé, etc. Mais voilà, je suis perdu de l'argent, mais j'ai perdu aussi en qualité de vie globale, mais j'ai retrouvé ma passion, ce qui était prioritaire pour moi. Et donc, j'ai pu commencer comme prof et en tant que prof de bureautique chez les pédagogues et chez les futurs éducateurs. Et dans les cours de bureautique, ça n'a pas été vraiment un gros défi. Quand tu es informaticien, c'est un peu léger comme enseignement. Puis c'était des cours de 12 heures, répétés 10, 15, 20 fois pour les différentes classes. Et on s'est vite rendu compte que d'un côté, moi, j'étais insatisfait de ce que j'enseignais. Et d'un côté, les apprenants... Quand tu fais tes futurs profs ou tes futurs éducateurs, apprendre Word, Excel et tout ce qui en découle, c'est pas hyper motivant. Donc, j'ai questionné un peu ça avec plein d'autres personnes dans le même moment. Et on a commencé à réfléchir à il faut enseigner autre chose. Les outils numériques, ils viennent changer la vie des élèves, la vie des enseignants, tout ça est en train de se développer. C'était le début d'Internet, c'était le début de beaucoup de choses à ce moment-là aussi. Et voilà, on a sauté sur l'occasion, on s'est rencontrés, on a travaillé ensemble et on a évolué. Puis il y a eu 2-3 situations aussi de la vie de tous les jours qui ont fait que ça a été poussé un peu plus loin parce que j'ai moi-même, les chiens ne trouvent pas les chats, j'ai un de mes enfants qui est lui-même aussi atteint avec pas mal de troubles et on l'a équipé, on l'a fait rentrer dans un enseignement dit classique alors qu'il aurait dû être accompagné de manière plus individuelle ou dans un contexte différent de l'école. Il a réussi à tout faire grâce aux outils et donc en le suivant et en découvrant ce qu'il était capable de faire et moi avec mon job, ça a coïncidé à tel point que ma femme fait le même boulot aussi aujourd'hui, les technopédas aussi. Donc voilà, c'est un microcosme qui s'est mis autour des troubles et qui a fait évoluer. Et aujourd'hui, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a appris et découvert. Tu me parles du métier de technopédagogue, donc tu as fait partie des premiers technopédagogues qui avaient un vrai contrat de technopédagogue en Belgique. Oui, c'est vrai que quand on a commencé, technopédagogie, c'était un mot qui n'existait pas. Donc d'ailleurs, on rigolait un peu nous parce qu'on se dit s'il faut des pédagogues pour la technologie, il faudra des ciseaux-pédagogues, il faudra des pédagogue, il faudra pour tous les outils. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose à construire.
Et on s'est retrouvés, comme je disais, un collectif, je pense à Nicolas Roland, François Jourde, Marcel Lebrun, des gens comme ça, qui à l'époque étaient les premiers, qu'on appelle aujourd'hui technopédas, à se poser des questions là-dessus. Certains à écrire, d'autres à tester sur le terrain, etc. On s'est retrouvés tous ensemble et on a commencé à essayer de trouver un nom et un contrat. On n'a pas encore réussi vraiment à avoir un statut de technopédagogue avec un contrat en tant que tel, mais dans les années 2018-19, on a commencé à voir apparaître des offres d'emploi où le mot technopédagogie arrivait. Et donc, on a commencé à postuler les uns et les autres. Alors, on a engagé tout derrière ces titres parce qu'il n'y avait pas de formation. Aujourd'hui, il y en a un petit peu en Belgique. Et voilà, collectivement, on a avancé, on a créé ce job involontairement. Aujourd'hui, on en emploie beaucoup de technopédagogues en Belgique, donc on est très, très fiers de ça. Il y a plus grand monde de cette équipe-là qui aujourd'hui est encore technopédagogue parce qu'on a évolué vers d'autres. Mais on voit que la relève, si je peux appeler ça une relève, c'est un peu prétentieux. Mais en tout cas, ceux qui prennent la suite maintenant continuent avec une qualité et avec des outils qu'on n'avait pas. Donc, c'est extraordinaire. Et ouais, on est très content de voir que ça Dans Successité, je crois que Nicolas Roland, il a Caféine Studio maintenant. C'est ça, oui, effectivement. Lui, il est en train d'accompagner effectivement des services publics et autres dans la formation. François Jourde, par exemple, je pense à lui aussi, lui s'occupe des écoles européennes, des projets numériques des écoles. Moi, j'ai pris la direction d'une école. Christophe Laduron, qui était aussi dans les premiers, s'est maintenant lancé dans la carrière de jeux vidéo. Donc, on a tous un peu bifurqué, parce que je crois qu'on est tous un peu TDAH d'une certaine façon, et qu'au bout d'un moment, on doit bifurquer vers notre hyperactivité doit toucher autre chose. Mais, je connais. Tant que tu connais. Oui, je vois bien. Autour de la table, on est tous plus ou moins concernés d'une manière. Voilà, donc c'est des projets qui sont toujours liés quelque part. On se voit encore tous très régulièrement, mais voilà, on a passé le relais et puis on continue à écrire ou à servir entre guillemets d'experts de historique pour que les jeunes d'aujourd'hui ne fassent pas les erreurs qu'on a fait et continuent à avancer. Mais bon, très content de ce parcours et de voir ça évoluer. C'est vrai que c'est à cette époque-là, vers 2018-2019, qu'on s'est rencontrés. À l'époque, nous, on était dans un projet qui s'appelait Jobs at Skills. Moi, je me souviens très bien de cette époque-là où je présentais un plan stratégique où je disais, en fait, il faut équiper des salles, il faut miser sur le digital, et on nous regardait comme des ovnis. Exact. Mais je sortais de la direction d'un centre de formation, on avait tout digitalisé avec Moodle, dont tu n'as pas évoqué, mais tu es également un expert. Je l'ai été en tout cas. Tu l'as été en tout cas, oui. Pour moi, tu es toujours un expert au vu de ma compétence en Moodle. Je pense que tout le monde est un expert de Moodle comparé à moi. Moi, je suis plutôt un généraliste des LMS. Mais justement, donc on nous regardait comme des ovnis et puis est arrivé le Covid. Alors, je ne veux pas me réjouir du Covid, mais c'est clair que pour cette partie-là du métier, ça a validé des choses et ça a permis qu'on voit les avantages, mais aussi les limites de certains modèles pédagogiques digitalisés, distanciels, présentiels. Exact. Et c'est un peu le lien avec ma suivante question. Pour toi, c'est quoi l'apport du digital, du numérique dans la qualité de l'enseignement? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? C'est quoi les outils? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire avec? C'est une question qu'on pose souvent. Et quand je donnais cours, je commençais justement par expliquer la plus-value recherchée. Parce qu'évidemment, c'est ça. Quelle est la plus-value recherchée du numérique dans la pédagogie? Moi, j'ai expliqué ça sous 4 aspects. Je vais te refaire un peu le cours en minuscule. Écoute, je partage en tout cas l'expérience. Première chose, on en a déjà parlé, donc je vais très vite avancer là-dessus, c'est la remise à l'alignement de l'équité. Donc, tous les élèves avec des troubles, avec des difficultés, forcément, si on peut les équiper, c'est comme mettre des lunettes à quelqu'un qui ne voit pas bien. Donner un iPad aujourd'hui à un dyspraxique, c'est quelque chose qui doit devenir naturel. Et je pense qu'il faut équiper les enfants et même les enseignants qui ont besoin d'outils pour les aider à mieux enseigner. Voilà, il y a ce cadre un peu de remettre de l'équité à tous, même dans les savoirs. Quelqu'un qui a été éduqué dans une famille où il y a beaucoup de savoir, beaucoup de culture, a certains avantages par rapport à d'autres qui sont peut-être dans un cadre familial beaucoup moins lié à la culture, justement, on va dire ça comme ça. Bien, aujourd'hui, Internet permet à l'un comme à l'autre, en 5 minutes, d'avoir une réponse et un savoir. Donc voilà, on a essayé d'équilibrer un petit peu tout ça. Et puis, dans l'aspect purement formation, il y a 3 axes que moi, j'essaie de développer chez les étudiants, que j'ai essayé, mais aujourd'hui, c'est mes profs qui le font. C'est apprendre avec le numérique, donc donner aux élèves des outils pour apprendre, s'entraîner. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA, par exemple. ChatGPT a développé un outil maintenant qui permet de faire un système de questions-réponses, j'ai oublié son nom, mais on peut dialoguer effectivement avec lui. Donc, il ne donne pas directement la réponse, mais il te fait apprendre, etc. Donc, en itération. Quoi. Exactement. Donc, tu as des outils comme ça. Socratique, comme ça, il te fait un peu apprendre par toi. C'est ça. Tu lui dis, moi, je veux pas la réponse, je veux que tu m'apprennes. Et donc, pendant que tu vas m'apprendre, tu m'entraînes. Alors, il y a des trucs sur les Quizlet où on apprend le vocabulaire. Il y a plein d'outils comme ça. Donc, voilà, équiper les élèves pour qu'ils apprennent davantage.
et aussi pour qu'ils se renseignent davantage. Aujourd'hui, aller voir une vidéo YouTube et apprendre tel ou tel élément supplémentaire à ce qu'on a appris, ou un autre prof qui m'explique autrement, c'est l'accès au savoir qu'il faut prendre. Deuxième axe, c'est l'axe enseignement, donc c'est enseigner avec. Donc ça, c'est moi qui suis prof dans ma classe, quel outil je peux utiliser à côté de moi. Et là aussi, on pourra reparler d'IA à un moment si on peut dans le podcast, mais voilà, on a des compagnons d'aide à l'enseignement, on a du suivi de coaching des élèves pour savoir comment ils apprennent, etc. Il y a des outils aussi, je me rappelle d'une séquence que j'avais vécue avec un élève en primaire où l'élève dit, on lui demande, tiens, des abeilles, t'en as vu où? Et il répond, j'en ai vu en lavande en France. Et je lui dis, bah voilà, le TB, il est là, la lavande, c'est où? On bifurque, on est là, on a des outils qui nous aident à augmenter notre pédagogie. Donc ça, c'est la partie enseigner avec les plateformes, tout le bordel. Et puis, il reste une dernière partie qu'on sous-estime peut-être un peu, c'est travailler avec. C'est une fois qu'on est à la maison, qu'on n'a pas les élèves en face de nous, qu'est-ce qu'on a comme outil pour nous aider? Comment est-ce qu'on prépare les objets, les jeux de société qu'on va faire avec eux, les activités, les supports, le syllabus? Comment est-ce qu'on rend un syllabus augmenté? Comment est-ce qu'on fait le suivi des élèves? Comment est-ce qu'on fait les bulletins? Comment est-ce qu'on dialogue avec les parents, etc. Donc, ces trois axes-là, plus l'axe qui est transversal, qui est l'équité des chances chez les enseignants comme chez les élèves, voilà les 4 aspects qui, pour moi, dans la technopédagogie aujourd'hui, peuvent aider les enseignants à évoluer. Moi, j'ai une sous-question. C'est sur le gros débat, à partir de quel âge, quand... Tu vois, on entend parfois que la Finlande revient en arrière, par exemple avec les élèves du primaire. Toi, tu formes des enseignants qui vont enseigner à ces niveaux-là. C'est quoi, toi, ta position? C'est toujours la plus-value, en fait. C'est l'action de la plus-value. À partir du moment où ce que tu mets en place a une plus-value et qu'elle est évidente, peu importe l'âge, finalement. C'est comme... C'est un rapport bénéfice-risque au final. Ouais, c'est ça, exactement. C'est un rapport bénéfice. Tu l'as très bien résumé comme ça. Il faut calculer un petit peu les choses. Maintenant, il ne faut pas mettre un enfant devant un écran pour compenser ce que l'enseignant n'est pas capable de donner. Il n'y a rien qui m'énerve plus que passer un C'est pas sorcier pour apprendre la matière. Bon, on a un enseignant qui est là, il est censé nous apprendre la matière. Si maintenant le C'est pas sorcier est disponible parce que à côté de ça, c'est une autre façon complémentaire et on peut croiser deux savoirs comme deux recherches Internet pour finalement se faire son propre savoir, là, il y a une plus-value. Donc c'est ça, c'est vraiment la recherche des deux. Et par rapport à l'âge, tu sais qu'on a travaillé sur les référentiels au niveau des compétences en Belgique. Et on y a quand même été attentif. On a regardé chaque fois le développement de l'enfant, année après année, voir quand c'était le mieux. C'est pour ça qu'en maternelle, typiquement, il y a une seule ligne de technopédagogie dans tous les référentiels qui est de faire usage quand c'est intéressant, mais de ne pas en abuser. En gros, c'est un peu ça la ligne de conduite jusqu'au... Avec des enfants ou quand tu prépares ton cours comme enseignant? Celui qui prépare son cours en tant qu'enseignant, peu importe ce qu'il fait, c'est son choix personnel. Il a dit que le responsable fait ses propres choix. Évidemment, il a lui de trouver le juste milieu pour qu'il se sente bien et que ça soit efficace dans le contexte dans lequel il enseigne. Et pour les apprenants, donc pour les élèves, là, effectivement, on a décidé jusqu'à... Ça, c'est une discussion collective. Je ne suis pas le seul à décider, bien évidemment, on était beaucoup. De 0 à 6 ans, on s'est dit que là, c'était le prof qui prenait la décision de quand c'était pertinent ou pas. Pour la première, deuxième année primaire, on a tout focalisé sur le français et les maths essentiellement, plus quelques cours annexes, mais voilà, les savoirs de base qui inculquent tous les autres. Donc, on a laissé un peu le numérique sur le côté. Et puis, à partir de la troisième, tout doucement, ça s'incruste. Et en cinquième, vraiment, là, on est parti. Donc, vraiment, essayer de suivre un peu le développement. Alors, pourquoi la cinquième? Parce qu'on sait bien que les réseaux sociaux, etc., c'est 12-13 ans officiellement, mais dans les faits, c'est souvent plus tôt. Donc, on prépare à tout ça. On sait aussi que les smartphones arrivent vers cet âge-là aussi, vers 10-12 ans, ça commence. Beaucoup de parents essaient de viser le secondaire, mais dans les faits, on les voit apparaître avant. Donc, il faut familiariser à tous ces outils, aider un maximum. Donc, moi, ce que je préconise, c'est l'usage intelligent. C'est comme regarder un film. Regarder un film pour regarder un film, c'est divertissant. Le numérique peut avoir cet aspect-là aussi. Alors, il ne faut pas en abuser. On ne fait pas 24 heures de télévision. Mais tous les jours, regarder un film pour peut-être avoir un débat, ou bien parce qu'on parle d'un sujet, on regarde tel documentaire ou telle vidéo, et qu'on en tire une discussion, quel est le problème que l'enfant ait 8 ans ou qu'il en ait 18? Donc on en tire quelque chose de plus-value. Moi, la source m'est égale. Et le livre vaut tout autant que le tableau blanc. Bien sûr. Voilà. Oui, pour autant qu'ils soient inclus dans un processus d'apprentissage, il n'y a aucune raison. Si c'est juste comme tu dis, de la consommation passive... Il en faut aussi, j'ai rien contre. Il en faut en divertissement, mais je ne vois pas dans une école une activité où ce serait acceptable de dire prends ta tablette et va faire ce que tu veux pendant une demi-heure. C'est plus compliqué. Effectivement, le rôle, c'est l'interaction avec le prof. Et le pire, ce serait la compensation. C'est vraiment, j'ai pas eu le temps de préparer, donc je vous mets une vidéo ou un exercice sur une tablette. Ça, ce serait le pire des scénarios que tu puisses imaginer. Je ne jetterai pas la pierre aux enseignants, ça peut leur arriver. Mais... Bien sûr. Et tu peux aussi imaginer ce système d'atelier. Moi, j'adore quand les élèves sont en atelier, les étudiants sont en atelier, et ils tournent d'activité en activité. Et certainement que dans ces activités-là, il y en a 2 ou 3 qu'on n'a pas fait nous-mêmes. On a les piquets, on les a utilisés, et heureusement, il y a cet outil qui existe. Mais c'est la séquence qui est pensée.
Ouais, ça, c'est vraiment chouette. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on partage dans Visual Scaling, dans les projets corporate que nous on mène. Et c'est ce qu'on dit beaucoup à nos clients. Ne réinventez pas, ne reproduisez pas tout vous-même. Il y a tellement qu'il existe de qualités. Ce que vous devez savoir, c'est quelle est la séquence. Et c'est vrai que moi, avec un regard extérieur sur l'enseignement, je trouve qu'on perd quand même beaucoup de précieuses ressources humaines, à chacun préparer les choses dans son côté. T'as raison. Ça, je n'ai pas entendu là-dessus, mais surtout l'aspect, tu vois, correction, etc., des choses. Bon, enfin, vu de l'extérieur, c'est quand même fou qu'aujourd'hui, il y a tellement encore de nos enseignants qui passent du temps à corriger tellement de feuilles papier et à remplir quand tu sais que n'importe quel LMS dans le monde corporate va le faire. Peut le faire pour toi. Oui, et l'IA aujourd'hui va même te faire des réponses personnalisées, donc c'est évidemment une bonne question. Je vais même te parler un peu de neurosciences 2 minutes. Pour moi, il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'urgence de la correction. C'est-à-dire que beaucoup de professeurs vont ramasser des copies, vont les corriger à la maison, idéalement le soir même, ça peut prendre 2-3 jours, tu n'as peut-être pas les étudiants le lendemain, etc. Tu as peut-être le week-end, etc. Puis tu vas ramener, ce qui intéresse l'élève ou l'étudiant, c'est la note. C'est pas sa copie. J'aime beaucoup les profs qui mettent toutes les corrections et pas la note, et puis l'étudiant doit se jauger, par exemple, et relire tous les trucs, etc. Parce que ça doit être un moment d'apprentissage. Et ce que les neurosciences t'expliquent aussi, c'est que tu vas ancrer dans ton cerveau très rapidement le feedback. Si le feedback est trop lointain, tu enregistres ta mauvaise réponse. Un exemple. Tu fais un QCM, tu sais qu'il n'y a pas de point négatif, donc tu vas essayer de répondre à tout, même quand tu ne sais pas. La question 1, tu te poses une question, tu n'en as aucune idée, mais il n'y a pas de danger, tu coches 1 au hasard. Je te refais passer le même examen 10 ans après, il y a 9 chances sur 10 tu vas recocher la même. Parce que inconsciemment, tu as enregistré que c'était celle-là. Que c'était ça, la bonne réponse. Si au même moment, 10 ans avant, on te dit, c'est pas la 1, c'est directement la 3, et voilà pourquoi. Parce qu'en plus, il y a un feedback qui t'amène une explication, qui te fait revoir un point de matière, je te fais passer 10 ans après, tu donnes la bonne réponse. Donc ce moment de feedback, il est primordial, et les outils numériques, comme tu dis, peuvent fournir un feedback individuel, immédiat, là où le prof fait peut-être parfois, désolé pour lui, et c'est normal, de la surveillance, parce qu'il y a une masse énorme d'étudiants devant lui. J'ai fait des examens avec 600 étudiants en parallèle. C'est pas du feedback individuel. Par contre, tu peux créer ton dispositif. Moi, j'ai déjà fait un examen avec 400 étudiants en même temps, où c'était Plickers à l'époque. Donc, on scannait des QR codes, je me souviens de ce truc-là. Et les étudiants avaient en temps réel les questions, les feedbacks. Et en plus, sur de l'examen, les 400 copies sont corrigées. Mais on a eu un moment d'apprentissage. L'évaluation n'était pas un moment de vérification, ça a été encore un moment d'enseignement. Mais donc, ça serait possible. On est d'accord. C'est possible. Je pense qu'il y a un gros chiffre de mentalité qui doit être réalisé aussi au niveau des enseignants, de comment l'école et la question de l'évaluation est traitée par rapport aux étudiants. Est-ce que c'est les enseignants ou est-ce que c'est le dispositif autour ? Les deux, pour moi, sont co-responsables. En tout cas, de mon souvenir, de ce que je peux avoir de l'école secondaire, je ne parle pas de l'université, de ce qui se passe après, mais dans l'enseignement obligatoire. Mais regarde, pour peu qu'on tombe dans une école qui est un peu comme ça, tu sais, le genre d'école qui publie ses scores de réussite en première année d'examen d'ingénieur. Dans ce genre d'école-là, il n'y a pratiquement pas de contrôle continu. Il y a un examen en fin de période et tout est conçu et axé autour de la peur. C'est ça. Mais j'allais te dire, justement, le politique a aussi son rôle à jouer, parce que quand tu as toute cette pression autour des CEB, CE1D, etc., et qu'on dit aux profs, ne répondez pas aux questions pendant que les élèves sont en classe. C'est une évaluation autonome, ils doivent... Voilà, c'est une vérification des acquis. C'est nécessaire. Hein. Un entretien d'embauche, ça se passe comme ça aussi. Mais c'est dommage de mettre la pression sur cet élément-là. Moi, je trouve vraiment que le moment d'évaluation peut être un chouette moment. Il y a beaucoup de gens qui ont un trauma avec ça. Beaucoup d'adultes, même aujourd'hui, se disent l'évaluation, c'est un problème. Et même, je pense que ça se traduit dans leur vie professionnelle. On parlait l'autre jour des entretiens d'évolution qu'on fait dans les entreprises. Pour pas mal de salariés, je pense qu'ils le vivent un peu comme un examen de fin d'année et pas comme un moment où ils peuvent grandir avec leur manager. Ça change. C'est vrai, mais ça, allez, là humblement, c'est ma formation initiale, la gestion des talents et l'appréciation du personnel en entreprise. Je dirais que c'est aussi un partage entre les managers qui ont beaucoup besoin de formation, parce que comme tu le sais, on ne forme pas à devenir manager, les gens le deviennent souvent parce qu'ils sont experts et avec peu de formation. Et aussi, c'est tout le système qui est autour du système d'appréciation. Comment est-ce que c'est ? Moi, j'emploie le mot appréciation, jamais le mot évaluation en entreprise. C'est très important pour moi parce que ce mot-là est important. Je parle vraiment, on apprécie ensemble une période de travail, mais dans 3/4 des entreprises, on continue à appeler ça évaluation. Quand tu appelles ça évaluation, le gars, il pense à quoi ? Est-ce que je vais... il y a deux choses. Soit tu dis, est-ce que je vais avoir mon bonus ? Il y a ça qui est derrière. Ta prime, que c'est. 2, combien je vais avoir ? Et donc, là où je rejoins... Je pense que c'est pour les enseignants comme pour les managers, je fais beaucoup de parallèles dans les entreprises.
Mais je pense que tu as un système qui est autour. Est-ce qu'on les pense que c'est encourage? Est-ce systémique. qu'ils ont le temps de mettre ça en place? Est-ce qu'ils ont l'infrastructure? Je suis marié à une enseignante. Il n'y a pas l'infrastructure aujourd'hui. Enfin, quand tu me parles de cet exemple, piqueur, corriger 400 étudiants avec du feedback en direct, ma femme rêverait de faire ça. C'est Mais génial. elle n'a pas ni les compétences, ni Ni l'infrastructure qui va derrière. Et troisième, le système, elle ne peut pas aujourd'hui. Enfin, faire ça comme ça, elle va se ramasser 400 recours. Enfin, sauf ceux qui ont eu 18 sur 20. Mais tous ceux qui n'auraient pas la fameuse note derrière, ils vont lui faire un recours parce que ça ne respecte pas, tu vois, le dispositif qui est... Ça, qui est Mais derrière. c'est une des grandes discussions que j'ai quotidiennement, c'est la différence entre la liberté académique et la liberté pédagogique. Tu as un cadre académique, les savoirs à enseigner, la forme, les recours, etc. Ils sont mis par un cadre, tu ne peux pas en sortir. Mais à côté de ça, tu as ton cadre, ta liberté pédagogique, et donc ma façon d'enseigner, ça en reste encore mon choix. Ma façon d'évaluer aussi. Certes, il faut que je joue avec le cadre académique pour que ça rentre dedans. Mais moi, je l'ai fait en haut d'école, hein, donc c'est pas impossible de faire ce que je fais. Et ça a valu, j'ai eu aucun recours. Donc tu peux le faire clairement, mais il faut effectivement s'assurer que le cadre académique, que ta direction, que ton cadre juridique, etc. fonctionne aux côtés, parce qu'aujourd'hui, les profs, et là je te rejoins, ont un poids administratif et juridique qu'ils n'avaient pas avant, et donc n'osent plus par crainte de... En fait, il faut continuer à oser, sinon c'est triste comme métier. Mais je vais peut-être faire tout et son contraire en 7 minutes. Mais est-ce que cette fameuse liberté pédagogique que tu évoques, si à un moment donné on se dit tiens, un piqueur pour faire c'est peut-être évaluation, pas par exemple, le bon nom d'outil que je connaissais pas, mais c'est l'outil, on se dit c'est le meilleur outil pour faire des examens avec à grande échelle et on prend ça pendant 3 ans. Tu vois, ça serait une stratégie, ça permettrait de rationaliser. Sauf que la liberté pédagogique va faire qu'elle va dire ok, je le prends, et le prof suivant va dire moi je le prends pas. Bah tant mieux, non? En fait, Ok, mais ça, Moi, ce qui m'a- comment logistique alors. Non, comment moi, on ce qui m'a- massifie les bonnes approches alors? Mais je ne veux pas massifier, moi. C'est ça. Ok. Alors, ça, c'est une question. L'économiste en moi va te dire il faut massifier, ça, c'est clair. Parce que bon, c'est une notion Alors, d'école, ils sont moi, de l'économie, finance. c'est le practice manager. Ah, Au ben ça, sens- c'est l'autre versant. Pour moi, si tu vois s'il y a des best practices et qu'elles donnent les meilleurs résultats, alors il faut massifier. Alors que moi, c'est tout le contraire. Mais je te Ok. rejoins. Je t'explique pourquoi. On peut être d'accord, Bah, on peut être d'accord. Moi, c'est pour ça je qu'on pense verra. que c'est complémentaire. Pour moi, les expériences d'enseignement ne fonctionnent que si elles sont variées. Donc, Ok. je suis d'accord avec ça. j'aime une école où tu passes 2 heures à apprendre en transmissif. Le prof, il fait un discours, il est passionnant, on l'écoute, on dirait, je sais pas moi, un professeur de télé qui te fait un truc. Puis les 2 heures suivantes, tu es en art plastique et tu prends tes mains, tu construis, tu utilises un outil. 2 heures après, tu as un prof qui te fait sciences sociales et il le met en cercle et on discute. Ça, c'est une journée productive. 8 heures de n'importe quel schéma, c'est pénible. Je suis d'accord. Voilà. Donc pour moi, si un prof part sur Plickers, c'est cool. Le problème, c'est que financier. C'est que je vais acheter un Plickers pour C'est tout ça. le monde, je vais acheter un autre. Ça va être très compliqué. Tu pour as le multiplié les gestionnaire outils, d'école. et comme les outils ne sont pas développés par les institutions publiques, c'est des outils commerciaux, C'est ça. avec des licences qui ont des coûts élevés dans ce type de scénario, tu te retrouves avec un mur qui est l'accessibilité aux outils et le retard institutionnel aussi dans la production de ce type de solution Alors, pour je le public. pense que le problème, je t'assure, est pas forcément là. Mais je parle un peu d'expérience. Tu sais que je suis... je vois ici encore EU Biotech Campus, qui est un gros projet dont je m'occupe. Et quand tu viens, la plupart des boîtes, et là on parle quand même de très grosses boîtes que je ne vais pas citer ici, mais qui mettent à disposition des logiciels industriels qui, dans le monde industriel, valent parfois 50 000 € l'année. Et quand tu dis, oui, mais c'est pour l'éducation, Là, tu as Bon, une allez, réduction incroyable. c'est même pas des réductions, ils mettent à disposition gratuit. C'est très américain. Et- C'est pas encore très européen. Mais et là je te parle de gros leaders européens. Ok. Mais ça qui m'étonne font pas que ça. pour des logiciels Il industriels. faut ils être le très fassent. attentif. Hein, À l'intention. il faut être très attentif à derrière, effectivement, à pas vendre un système à des étudiants, mais plutôt à les former sur les compétences qui sont induites par le système. Ça, c'est vraiment très important. C'est pour ça d'ailleurs que dans ce genre de projet, ce qu'on fait toujours, c'est que les formateurs ne sont pas issus de la boîte qui met à disposition le logiciel. Comme ça, ils sont agnostiques. Mais allez, tu prends les grands leaders, on peut les citer. Tu vas prendre un Microsoft, tu vas prendre un Google. Et plein de fournisseurs d'outils. Quand tu sors la carte enseignement, bien souvent, tu peux avoir des tas et des tas et des tas d'outils, parfois 2, 3 sur la même fonctionnalité, qui vont être mis à disposition gratuitement. Le gros frein que tu vas rencontrer, souvent, c'est les systèmes de marché public. Bien sûr. Marché Ils sont public et très la compliqués. gestion des données des mineurs et ainsi La de suite, gestion tout des ça, données c'est compliqué, ça. et la difficulté à ce que ça soit validé de manière inter-réseau. Aussi, si l'un prend ça, l'autre prend ceci. J'ai quand même tendance à voir que la gratuité disparaît, tu sais.
L'économie globale va pas bien, et si les écoles peuvent mettre un peu de sous. Microsoft a triplé ses prix sur les 10 dernières années. Tu as des licences éducation maintenant qui apparaissent, mais qui sont plus du tout gratuites. Maintenant, tu as une réduction de 30%, 40% du prix. Ouais, ça reste intéressant. C'est cool. Hein. Pour citer une marque qui fait une grosse réduction, et c'est pas pour la mettre en avant, mais Adobe t'enlève 70% sur ses prix, donc ça reste très très chouette. Mais la gratuité qu'on connaissait à une certaine époque inquiète. Et puis alors on a des problèmes aussi de logiciels qui démarrent gratuits puis qui deviennent payants, auxquels tu t'es habitué. Et là, la pression auprès des directions. Une dépendance. Là, on se fait bien avoir. Et là, les marchés publics, c'est une catastrophe. Parce qu'à partir du moment où tu l'as eu gratuitement, donc tu n'as pas fait de marché, puis le jour où tu dois le faire, tu dois te mettre des entreprises en concurrence. Et quand tu mets en concurrence, c'est pas celui que tu avais qui gagne. Tu crées une difficulté pour l'enseignant qui doit redécouvrir un outil. Tu as peut-être l'abandonné, qui avait tout préparé autour. Donc c'est compliqué. Ouais. Mais bon. Peut-être qu'il faut. Là, je lance un gros pavé dans la mare, mais créer une exception éducation pour les marchés publics avec un fonctionnement particulier. Mais une exception tout court pour la question du logiciel, en fait, parce que ça met les gens dans des... Moi, j'ai la chance de mettre en place d'avoir mis en place, c'est toujours celle qui était avant moi dans l'école, mais avoir mis en place un pôle technopé, on appelle ça comme ça. Et ces personnes mettent en place la boîte à outils. C'est-à-dire et la boîte à outils, il y a plusieurs moyens de rentrer. Celui qui rentre par le logiciel, c'est peut-être encore le moins intéressant. Celui qui rentre par l'intention pédagogique, c'est super chouette. Bien sûr. Ce que je veux faire, c'est évaluer. Ce que je veux faire, c'est augmenter la compétence de mes étudiants. Ce que je veux faire, ceci, cela. Et puis, en rentrant par ces boîtes à outils, ils font des trucs merveilleux dans l'équipe, encore je les félicite, tu vas trouver finalement l'outil. Et si l'outil vient à changer, mais que ton intention est toujours là, tu t'adapteras. Je suis absolument oui, c'est pas un problème. Mais tout est une question d'intention. C'est ce qu'on dit à nos clients aussi, finalement. C'est que c'est pas tellement le fait de faire une vidéo pour ceci, utiliser tel programme pour ça. C'est quel est l'objectif ? Avec quel public et quelles sont les modalités de temps, etc. Mais une fois qu'on a tout ça... Et là, on en vient exactement, c'est la même chose dans le monde corporate, quel que soit le secteur, quel que soit le projet, service, industrie, c'est quoi l'objectif pédagogique ? On en revient toujours à ça. Parce que des projets, on nous dit « Ah, on va faire des vidéos ». Oui, d'accord, mais c'est quoi l'objectif pédagogique ? Mais pour faire quoi avec, quoi ? C'est et là, je te rejoins complètement. Je rebondis un peu sur une autre question. On a justement parlé de ces outils, des logiciels, mais c'est quoi aujourd'hui les compétences numériques digitales qu'un enseignant doit maîtriser et ses élèves, qu'est-ce que tu recommandes en fait ? Alors, c'est pas moi qui recommande. Je vais partir d'un projet européen. Alors, j'ai eu la chance dans mon éducation d'apprendre plusieurs langues et mes parents sont d'immigration espagnole et donc je parlais notamment espagnol. On peut le faire en espagnol. On peut le faire si tu veux. Je ne suis pas sûr que tout le public suivra, à moins que tu fasses les sous-titres. Il y a peut-être de l'IA qui fera les sous-titres en temps réel maintenant. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quelques années, j'ai eu la chance de lire des articles espagnols qui travaillaient sur les compétences digitales. C'est les premiers un peu à essayer de mettre dans tout le pays des compétences. Je ne sais plus quelle année on était, mais on devait être avant les 2010. Et d'où leur souhait de créer ce qu'on appelle les digital competences. Alors, ils ont par exemple competence à l'espagnol et pas skills, justement. On va faire le lien juste après. Mais ils ont commencé à travailler là-dessus et l'Europe s'est intéressée à ces digital competences que développait l'Espagne et a repris le projet et en a décliné toute une série d'outils. Donc, première chose qu'ils ont décliné, c'est un référentiel de compétences des citoyens européens. C'est ce qu'on appelle DigComp, compétences digitales. Et tu vas trouver je crois que c'est 5 secteurs d'activité. J'ai plus par cœur, mais c'est information et données, communication et collaboration, résolution de problèmes, sécurité, et il m'en manque un. Communication et collaboration, j'ai peut-être déjà dit, je ne sais plus, il y en a un 5e. Ces 5 domaines de compétences-là, ils les ont déclinés en 21 compétences dans leur première version, maintenant ça augmente, etc. Et dans chacune des compétences, des niveaux d'acquisition. Donc aujourd'hui, tu as des étudiants face à toi, des élèves face à toi, des citoyens face à toi, en tant que nation. Tu peux choisir, tiens, aujourd'hui, j'aimerais que tous les Belges soient capables de, dans tel et tel domaine, atteindre tel et tel niveau. Donc, l'enseignement obligatoire doit mener à tel niveau pour que tout le monde soit à équité. C'est le principe du tronc commun. On en parlera peut-être après, mais l'idée du tronc commun, c'est de dire, jusque-là, tous nos citoyens doivent avoir le même niveau attendu de compétences, comme en néerlandais, le niveau B2, machin. Il y a la même référentiel dans toutes les matières, et ça, c'est... Exactement. Donc, l'Europe s'est mis d'accord là-dessus. Après, chaque pays a choisi où est-ce qu'il arrive, à quel âge, en fonction de ses troncs communs, etc. Puis après, tu continues en disant, voilà, après le tronc commun, des options. Dans les options, quel niveau de compétences numériques a-t-on besoin par rapport à telle option ? Mon fils est en menuiserie, développons la création de contenu. C'était le champ qui me manquait d'ailleurs. Création de contenu, construire des plans 3D, construire de l'impression 3D, etc. On va aller plus là-dedans. Développons ces compétences-là. Oublions peut-être d'autres compétences moins importantes ou peut-être moins liées au métier. Et on va comme ça commencer à bifurquer. Puis quand ils arrivent à être élèves dans le secondaire, donc ils deviennent étudiants, quand ils deviennent étudiants, moi j'ai le même objectif. Quel est le niveau d'entrée qu'on attend d'eux pour qu'ils puissent bien suivre nos cours ? Et là, on voit que communiquer, collaborer, information donnée, etc. sont des choses qu'ils doivent maîtriser pour être de bons étudiants.
Et puis, je fais la même chose à la sortie. À la sortie, qu'est-ce que je veux qu'ils aient comme évolution? Certains rentrent avec déjà des acquis, comme dans n'importe quoi, et d'autres doivent faire un gros effort pour y arriver. Et c'est la première fois cette année-ci qu'on a proposé à nos étudiants d'ailleurs de faire un certificat PIX à la sortie. Ok. Donc, certificat PIX, ça va être disponible pour tous les citoyens dans pas longtemps. C'est peut-être même déjà au moment où on se parle. Mais donc, on peut venir se certifier dans un niveau d'acquisition, comme pour les langues, un niveau B2, C1, etc., dans les différentes compétences numériques, le mettre dans notre CV et donc dire, voilà, je suis officiellement en Belgique, niveau C2 en création de contenu, niveau B1 en ceci, cela. Donc, c'est hyper pratique. Donc, j'invite chaque direction et école à choisir. Et ça sera référentiel de type comme ce que j'ai connu ELAO au niveau de langue qui va être reconnu. Mais c'est déjà le cas au niveau européen. Si tu vas sur l'Europass CV, je ne sais pas si tu connais, qui permet effectivement de faire son CV, tu as un test de langue possible et qui te met un niveau. Et donc, ton CV, c'est ton niveau officiel. Pour l'instant, la dernière fois que j'y étais en tout cas, au niveau numérique, tu dois déclarer ton niveau de compétence. Donc, tu te dis, voilà, en création de contenu, je suis capable de créer des vidéos, faire des podcasts, machin, ou je suis capable de mettre un commentaire sur Facebook, très opposé très très loin. Tu obtiens un niveau A1, A2, etc. Donc, c'est du déclaratif et tu le viens. Le but, c'est que ça ne soit plus du déclaratif. Oui, c'est ça. Soit c'est testé que ça soit par ACC, PIX quoi. et que le PIX te mette directement le niveau. Et donc, il y a un outil pour les compétences des élèves. Tu me parlais aussi des compétences enseignants. Je vais juste bifurquer là-dessus. Bien sûr. Ils ont fait des déclinaisons de cet outil-là. Donc, DigComp existe aussi en DigComp Edu. Donc, c'est DigComp Éducation. Donc, c'est les compétences attendues du monde éducatif. Et là, tu as effectivement tout ça, mais tu as aussi l'évaluation dont on a déjà parlé, tu as la création de supports d'apprentissage, tu as la capacité à apprendre le numérique aux élèves, etc. etc. Donc, c'est un champ encore complémentaire. Ça, c'est mon objectif avec mes profs, faire développer toutes ces compétences-là au maximum. Et puis, tu as un troisième outil qui est Digcom.org. Lui, c'est la gestion de l'organisme autour, l'école, l'État, peu importe la taille que tu prends. Et là, c'est mettre en place aussi, et tu en as parlé tout à l'heure, l'infrastructure, les réglementations, etc., pour que tout ce développement soit possible. Parce que c'est bien de faire monter, et tu l'as très bien dit, des compétences de ton épouse, par exemple, avec Lickers, etc., et d'être coincé par un système. C'est rien de pire. Donc ici, c'est vraiment dire, si tu as des compétences de tes élèves que tu vises des compétences de tes enseignants, il faut que tu aies une organisation autour qui permette l'évolution des trois. Et donc ces trois schémas sont complémentaires. Et là, au niveau du pacte d'excellence, quand j'ai eu l'occasion de travailler, on en parlera peut-être après, le boulot a été de prendre ces compétences européennes, de les cibler aux bons âges, d'avancer avec eux. Et ce qui manque aujourd'hui pour que ça marche vraiment, cette histoire de tronc commun et ainsi de suite dans la question du numérique, c'est qu'il faut faire développer chez les profs les digital competences et dans les écoles, le fameux digital org pour que tout soit cohérent. Parce qu'aujourd'hui, on a des intentions, on n'a pas les supports, les outils, on n'a pas les règlements et on a parfois les compétences d'enseignants qui ne sont pas acquises parce qu'ils ont eu une trop grande réforme où il y avait toutes les matières qui ont changé. Donc, il est impossible de toutes les maîtriser. Sur un an ou deux, il y a des profs qui ont dû apprendre tout un nouveau référentiel, tout a changé dans tout. Se lancer dans le numérique, ça peut prendre un an à lui tout seul. Donc, je ne suis fâché sur personne, mais il y a des vrais enjeux. Et la formation continue des enseignants en est un. Et pour l'instant, elle se fait sur base volontaire avec des choix d'école. On n'a pas obligé les enseignants à se former à tous les référentiels. Donc, il y a des écoles qui ont fait l'impasse. J'ai un directeur qui me disait cette semaine, écoute, avec tout ce qui vient d'arriver, avec l'éducation à la vie sexuelle, toutes ces nouveautés, la citoyenneté, etc., je forme mes profs sans arrêt. Chaque fois que je fais une journée pédagogique, les parents me râlent dessus, mais en attendant, j'essaie de faire en sorte que mes profs avancent. Et à côté de ça, tu veux que je fasse de numérique? Cette année-ci, j'ai fait l'impasse. Et je sais qu'il faut le faire, mais ce sera dans 4-5 ans, quand on aura le temps. Et d'autres écoles, c'est l'inverse. Ils ont tout misé sur le numérique, et puis à côté de ça, tel ou tel cours a moins évolué. Il faut un temps de régulation, quoi. Le problème, c'est qu'il y a des élèves qui passent qu'une fois par ce système et ils subissent ce temps de régulation. Et ils arrivent au mauvais moment et forcément, ça coince. Question. Actuellement, tu es directeur d'un département dans lequel tu as un département de pédagogie. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu as mis au niveau de la formation initiale des enseignants? C'est quelque chose de central, la maîtrise pas des outils, mais même des compétences numériques. Des compétences numériques et des liens qu'ils peuvent faire avec leurs pratiques de futurs enseignants. Alors là où je suis pour l'instant, ça fait pas un an que je suis là. Donc, je n'ai pas encore pu mettre en place effectivement mes intentions autour de ça, mais l'équipe en place y avait déjà réfléchi. Voilà, c'est une équipe extrêmement performante là, à l'autre école où je suis. Et donc, ils ont déjà intégré depuis de nombreuses années ces projets technopédagogiques et aussi la question justement des digital competence, de PIX, etc. Je peux en regretter que pour l'instant, c'est peut-être un peu isolé, c'est-à-dire qu'il y a des cours spécifiques qui font ça. On n'a pas encore une vision institutionnelle, donc il y a du travail à ce niveau-là. Mais oui, on va l'amener, mais là, j'ai plus le droit aujourd'hui en tant que directeur. Ouais, j'ai surtout plus le droit en tant que directeur de m'intéresser qu'à mes centres d'intérêt. Aujourd'hui, je dois faire évoluer l'ensemble. Donc, il y a autant d'intérêt pour moi à ce que la neutralité soit enseignée, à ce que la citoyenneté soit enseignée, que le numérique. Donc, il y a un champ d'action énorme à faire dans une réforme qui est en cours.
laissons le temps au temps. Mais les équipes, à mon avis, sont sensibles à mes intérêts. Ceux qui m'ont élu comme directeur, c'est qu'ils se doutent bien que je vais à un moment amener ces cordes-là aussi. Mais pour l'instant, on a d'abord essayé de trouver ma place, de nous sentir bien dans un climat politique compliqué, économique compliqué. Et puis par la suite, voir effectivement comment on peut faire évoluer. Et surtout, avoir un discours qui est ne freinez pas, quoi. Avancer, que je sois là ou pas, avancer. Je crois que la direction, c'est ça. Direction, c'est montrer la direction. Oui, c'est pas diriger. Sinon, je serais dirigeur. Non, mais donc on montre la direction, donc on accompagne. Et donc, avec un enseignant débarque chez moi, qu'avec un projet, voilà, quelle direction peut-on prendre pour ensemble mettre tout le contexte, le fameux Dish.org, pour que toi, dans ton chemin, ça fonctionne. Et ça marche sans n'importe quoi. La maîtrise de la langue, les maths, finalement, c'est des schémas qui sont toujours un peu semblables. On a pas mal parlé de compétences numériques et l'IA. Ouais. Gros sujet du moment qu'on voit partout, avec dans l'enseignement des gens hyper enthousiastes, des gens hyper réfractaires. Inquiet. Inquiet, et on peut le comprendre. Ouais. Hein. Enfin, même nous, dans nos métiers, on est IA enthousiaste, on va pas s'en cacher. Moi, l'IA, personnellement, me permet de faire mieux pour mes clients, m'enlève des tâches que je trouvais avant rébarbatives. Mais c'est très égoïste et personnel. En fait, l'IA vient combler les choses où j'étais très mauvais, à savoir reformuler mon texte, bien l'écrire, vérifier l'orthographe. Donc, formuler. Toute cette partie-là que les gens en profil un plus méticuleux, etc., aimaient beaucoup, moi, il vient vraiment combler mes faiblesses. Mais c'est personnel. Mais toi, qui es un expert des compétences numériques, comment tu vois l'arrivée de l'IA? Comment est-ce que l'enseignement peut rester maître, entre guillemets, et comment on exploite et comment on gère les risques? Je vais peut-être refaire un retour en arrière pour dire que ce n'est pas la première fois qu'on subit une transformation globale de la pédagogie par l'arrivée de quelque chose. Et on peut remonter très loin. L'arrivée des bouquins, c'était le même problème. Hein. Quand on a commencé à imprimer, merde, qu'est-ce que va faire l'école des savoirs? Son boulot, c'était de transmettre des savoirs. Et maintenant, les savoirs sont dans des livres. Il suffit de lire pour savoir que c'est quoi le boulot du prof. Autant lire, alors. On a bien vu qu'on s'est adapté. Hein. On a pris du temps, mais on s'est adapté. Puis Internet est arrivé. Merde, le savoir, il n'est pas dans les bouquins, il est carrément dans la poche de l'élève. Donc aujourd'hui, est-ce que ça vaut la peine encore d'enseigner et d'apprendre les savoirs par cœur? On a s'est posé des questions, on a fait des choix, l'enseignement explicite, l'enseignement, les compétences, on a évolué. On n'enseigne plus des savoirs, on enseignait des compétences. Et maintenant, on arrive à un système où, et c'est là que l'IA devient intéressante, on touche à un nouveau truc, c'est les savoir-faire. L'IA sait faire, elle sait me produire un truc, elle sait me construire un raisonnement, elle sait me résumer. Donc aujourd'hui, les savoir-faire sont quelque chose que l'élève n'est plus le seul responsable, il a un outil pour l'aider. Et donc aujourd'hui, typiquement dans l'école où je travaille, on se pose beaucoup de questions, notamment sur les travaux de fin d'études ou les mémoires. Par rapport à ces éléments-là, où l'écrit avait beaucoup de valeur, oui. On se pose aujourd'hui la question de cet écrit, finalement. On a un adjoint qui nous apprend à écrire, qui fait de la qualité, etc. Et ce travail ne vaut plus autant pour la mesure de l'étudiant qu'on a en face de nous. Donc il faut repenser pédagogiquement, de manière aussi par rapport à l'évaluation, comment on va évaluer la personne alors que l'IA a fait une partie du travail. Ce n'est pas forcément toujours compliqué, mais c'est un défi pédagogique. Dans ce cas-ci, on peut presque dire, on n'a pas encore pris la décision, mais on pourrait imaginer que l'écrit est un prérequis à passer la défense. Mais il ne vaut rien. Il faut l'avoir fourni. Et quand tu l'as fourni, après, toute la discussion qu'on va avoir, c'est toi. Toi là-dedans, comment as-tu interrogé l'IA? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Comment ton développement s'est fait grâce à elle ou avec elle, ou sans elle d'ailleurs? Ça peut très bien ne pas t'en être servi. J'interroge l'humain en fait. J'ai dépassé la production. La production, on va tous être capable de le faire. Super, on a là. Mais à côté de ça, toi, en tant que producteur, c'est quoi ta touche? C'est quoi ta particularité? C'est quoi ton objectif? C'est quoi ton intention? Qu'est-ce que tu as appris? Comment tu as évolué? Et donc, on a recentré les objectifs autour de l'humain. Et je pense qu'au niveau de la pédagogie, dans les classes, c'est la même chose. On a un nouveau défi, on va s'adapter. Et on a un défi aujourd'hui où, effectivement, les productions ne valent pas grand-chose ou plus grand-chose quand elles sont fournies comme ça. Donc, question d'autres choses. J'ai des profs qui sont très chouettes, qui disent, par exemple, moi, le devoir, c'est ça. Ce qui m'intéresse, c'est pas que vous me le rendiez, c'est que vous me montriez le prompt. Je vais évaluer le prompt. Je vais pas évaluer le doigt. C'est vrai, de toute façon, c'est un principe simple. On y a garbage in, garbage out. C'est vrai en data, c'est vrai dans tous ces trucs-là. A priori, si le travail qui a été fait avec une aide IA est de qualité, c'est que la logique de conception qu'il y avait derrière était déjà de qualité. Donc, quelque part, quelles compétences est-ce qu'on évalue? Est-ce qu'on évalue la capacité à être créatif sur un sujet, à faire une recherche, ce genre de truc? Ou est-ce qu'on évalue le niveau de français et de rédaction?
C'est une question que je pose à tous les professeurs d'université sur les anciens je suis mémoires, d'accord, etc. on est Il y avait d'accord. beaucoup de ça quand même. Mais... Et on revient à des fondamentaux qu'on a plus juste, perdu. quelque part, hein. Ouais. Et puis on revient à des fondamentaux qu'on a perdus. Aujourd'hui, toi, par exemple, évaluer les savoir-être. Voilà, savoir-être enseignant. Ça s'évalue pratiquement plus. On est dans les savoir-faire, savoir tout court et les compétences, mais savoir-être, on n'a plus. Aujourd'hui, tu vas te retrouver avec quelqu'un qui aura fourni un document d'une qualité, l'autre aussi. Il a été fait avec l'IA. Et tu fait hier, tu as bien fait. Mais suite à notre discussion. Voilà, tu l'as nourri, c'est ça un petit peu ça. Ah Et, oui. donc, et donc, quand je vais te On recevoir... a discuté. Voilà. C'est la séquence. On a discuté, mais voilà, sortir ce beau document remis en page, oui, c'est l'IA. Ah, mais regarde ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce qui t'intéresse, qu'on le lise à haute voix ou qu'on ait laissé de discussion? Qu'on ait cette discussion. Voilà, mais c'est ça qu'on va aussi devoir commencer à évaluer. C'est Et donc, exactement ça. la personne qui est en face de moi, elle a non seulement des compétences qu'elle a mobilisées, mais elle a aussi, toi et moi, dans les deux sens, dans les trois, enfin, j'espère en tout cas. Et à côté de ça, on a aussi l'objectif de vérifier son savoir-être. J'ai quelqu'un en face de moi qui me transmet une passion, me donne une envie, interroge sa posture d'enseignant, sa relation. Tu testes encore d'autres choses que simplement sa production. Mais elle doit quand même être de qualité, sinon il ne serait pas reçu. Et tu donnes un message qui est extrêmement positif par rapport à l'IA et tes équipes. Donc tous tes enseignants, tu dirais aujourd'hui, ils voient les choses comme ça par rapport à l'IA, ils adoptent l'IA? Je reviens à ma phrase d'un peu avant. Totale liberté à mes enseignants. Ok. Je veux qu'il y ait de la variété. J'adore qu'il y ait un prof qui soit pro-IA, et j'en ai qui fassent leur feedback automatisé, etc., et qui mettent tout là-dedans, comme j'en ai qui sont totalement réfractaires. Et c'est chouette parce qu'en fait, l'étudiant qui est là-dedans, il doit passer par tout ça pour se faire sa propre opinion. Donc si le prof qui a pas mis d'IA du tout, pour des raisons peut-être même écologiques, peu importe la raison, c'est pas forcément réfractaire parce qu'il y a, mais parce que la planète avant tout et d'autres raisons, je les respecte. L'étudiant, il doit entendre ça. Il doit se dire, moi, quand je serai plus tard, je dois avoir une utilisation raisonnée de l'IA, selon mes principes, mes envies. Savoir que tel prof a réussi sans, savoir que tel prof a produit autant avec, ça me permet à moi de me situer. Et ça m'est égal que le prof, à la fin, il soit pro-IA ou anti-IA, juste qu'il ait un raisonnement intéressant. Dans tel cas, j'utilise, dans tel cas, je n'utilise pas à telle ou telle charge, parce que ce que je vais faire avec, ça apporte de nouveau, de la même question, cette plus-value pédagogique ou plus-value à mes outils. Et puis après, il y a tout le côté, je divague un peu, mais tout le côté possibilité qu'on n'avait pas avant. Moi, aujourd'hui, je veux faire un dessin pour exprimer quelque chose. Je ne sais pas dessiner, vraiment pas. Faire appel à un graphiste, c'est inaccessible pour les moyens financiers d'un enseignant. Dans plein de situations. Mais l'IA, elle me le fait. Alors, je suis triste pour les graphistes qui vont peut-être s'inquiéter de leur job, mais en même temps, je ne les aurais pas appelés. Je n'avais pas les moyens de les appeler. Ah, ça couvre toute une série de besoins où, de toute façon, le professionnel de cette discipline en particulier n'était pas concerné. Aujourd'hui, moi, je suis, grâce à l'IA, capable de faire un graphique, capable de faire un audio compositeur, capable de faire une vidéo, capable de faire diverses versions d'un même dispositif pédagogique, capable de m'adapter, capable de... des choses auxquelles j'aurais dû payer des gens que je n'aurais pas payé parce que l'enseignement va mal au niveau financier. Donc moi, j'en sors gagnant. Ce qui serait dommage, évidemment, c'est que des artistes, finalement, peu importe le domaine, même dans la pédagogie, soient perdus parce que l'IA fait des choses. Mais ça va nous obliger à ça. On va devoir devenir des artistes. Moi, c'est ça mon avis. D'une manière ou d'une autre, parce que c'est la touche humaine qui ferait la différence entre deux créations où la partie technique aurait été prise en charge par l'IA. On peut imaginer un futur dans lequel ça peut... Tu crois vraiment ça? Je me questionne là-dessus beaucoup pour l'instant. Ma take là-dessus? Parce que moi, personnellement, je me pose beaucoup de questions. Je pense qu'il y a énormément de choses qui vont disparaître, qui étaient des choses à basse valeur ajoutée. Ah, ça, oui, évidemment. Je pense que dans les entreprises, on ne payera plus un graphiste pour faire le PowerPoint ou le rapport de fin d'année. Ça, c'est terminé. C'est dommage pour eux. Je pense que pas mal de photoproduits, vidéoproduits, etc. vont être modélisés en 3D dans des versions acceptables. Donc toute une partie en fait, du travail. Il va rester des experts qui seront très bons avec une touche artistique, mais le simple exécutant, il a du souci à se faire dans le métier créatif. Vraiment. Je suis d'accord. Et à très court terme. Je suis d'accord avec toi. Mais non, moi, ce que j'entends beaucoup dans les discours, là où je ne suis pas d'accord avec ce que j'entends, c'est mon point de vue évidemment, c'est que l'IA va produire la même chose. Voilà, c'est d'accord avec ça aussi. C'est chouette, c'est une bonne discussion. Après, on a l'impression que de toute façon, l'IA va produire la même chose chez tout le monde, donc celui qui se différenciera va sortir du lot et on va continuer à l'appeler. Pour moi, ce n'est pas du tout vrai. L'IA est en train de s'adapter à chaque individu. Et donc, quand moi, je pose une question à l'IA aujourd'hui, parce que il a enregistré toutes nos discussions avant, et il me fait une réponse qui est personnelle. Et donc, ce que je produis avec l'IA, il est toujours personnel. Je ne produis pas la même chose que mon voisin. Donc, c'est la manière dont on va être capable de la nourrir, de se nourrir mutuellement aussi. Parce qu'on peut lui demander, les 3/4 de mes prompts, il y a marqué « et pose-moi des questions si jamais tu n'as pas assez d'infos ». Et donc, on commence à dialoguer. Donc, voilà, croire que ça va être un monde unifié où toute l'IA fera la même chose, aucune chance à mes yeux. Ça n'arrivera pas. Voilà, aucune chance à mes yeux. Donc, se démarquer, ce ne sera pas par le côté artistique, mais ce sera par la
plus-value ajoutée dont En fait, tu ça viens de parler. resitue la création dans la tête de la personne et pas dans sa pratique. Tu connais peut-être aussi le terme, on utilise beaucoup dans l'entreprise, le terme de cobot. Oui. Donc Ouais. voilà, Robot. moi c'est ce que j'imagine. Hein. Là où on voyait les cobots dans les films, ou pour soulever une charge lourde dans Avatar, ils ont une infrastructure sur Ça. eux et ils soulèvent des trucs très très lourds. Moi je vois l'enseignant dans sa classe aujourd'hui avoir effectivement un assistant virtuel sur un écran, sur un audio, peu importe, etc., à qui tu peux lui dire écoute, Thomas, là, il n'a pas compris, sors-lui une fiche avec l'exercice dans l'autre sens, et alors lui, il a tel trouble, etc., donc adapte à la taille, etc., et va faire sors-moi les machins, que je puisse continuer à m'occuper, etc. En collaboration, il y a moyen de faire un truc énorme. De lui-même, l'écran ne sait pas encore le faire aujourd'hui, et heureusement, mais en collaboration, c'est magique. C'est marrant. J'ai le même genre de rêve. Et j'ai le rêve aussi de mon gamin qui revient chez lui et qui discute avec son IA de tout ce qu'il n'a pas su apprendre, explique-le-moi différemment, qui reprend, explique-le-moi de la manière dont moi je peux comprendre. C'est ça. Adapté à moi, dans le monde corporate, on appelle ça, c'est un rêve depuis 20 ans, mais qu'on n'a jamais vraiment encore vu. Moi, je n'ai pas encore vu le fameux adaptive learning qui vient des Américains, Exactement. mais qui est... ça fait 20 ans qu'on dit, bah oui, mais chaque parcours doit être différencié, on apprend tous différemment, on n'a pas besoin des mêmes choses au même moment. C'est d'ailleurs, en formation professionnelle corporate, un des grands écueils, c'est qu'en fait, tu rentres dans une boîte et en fait, tu n'as pas du tout les mêmes besoins que ton collègue parce que tu as un bagage précédent. C'est impayable de créer des parcours différenciés parce qu'il faut massifier en entreprise, sinon ce n'est pas finançable. Mais par contre, avoir ton assistant IA information personnalisé qui te connaît et qui derrière te donne ce dont tu as besoin au moment où tu as besoin et qui fait ça aussi pour les élèves en allant chercher dans des ressources ou en réexpliquant, moi, je rêve de ça. Bah, écoute, on s'est rencontrés au meilleur des moments. Tu travaillais sur les MOOC et c'est les Spock et tout ce genre de trucs à l'époque. Et moi, il n'y a rien que je détestais plus que ça. J'y bossais aussi, mais je détestais le concept de MOOC. C'était massifier l'enseignement, c'est-à-dire prendre des grosses cohortes, transmettre. Au départ, c'était des vidéos. Puis là, on s'est rencontrés, on s'est trouvé des points communs parce qu'on s'est rendu compte qu'on perdait beaucoup d'étudiants qui n'allaient pas jusqu'au bout pour diverses raisons. Et souvent parce qu'on était un pion dans la masse. Donc, à partir du moment où on a commencé à intégrer dans les MOOC des parcours individualisés, des questions spécifiques, mais aujourd'hui, l'IA produit des questions qui sont liées au parcours de l'étudiant. Rentre ton parcours, explique un peu et tout est adapté. Aujourd'hui, moi, typiquement, j'ai en face de moi des étudiants à qui je dois expliquer la même chose parce que tout le monde doit apprendre la technopédagogie, aussi bien le prof d'éducation physique que le prof de langue germanique. Mais je peux demander à l'IA de prendre tout mon syllabus et de le modifier pour l'adapter à leurs besoins spécifiques ou à leurs intérêts. Et donc, les MOOC, c'est un petit peu ça. Aujourd'hui, on les a fait super évoluer. Enfin, je ne sais pas si tu reposes encore un peu là-dedans. Moi, je regarde ça de loin. Mais quand je suis, moi, un MOOC, j'ai l'impression de faire partie d'un truc qui s'adapte et je m'accroche, quoi. On me compte, on me tient. Donc, dans les sociétés, j'imagine que tu auras les mêmes défis, que vous aurez les mêmes défis. On le fait beaucoup dans notre activité. On a pas mal de digitalisation de contenu dans les entreprises. En fait, moi, ce que j'aime bien faire de plus en plus, j'aime bien prendre le meilleur des deux mondes. Tu as le côté massification et uniformisation du format, parce qu'à un moment, effectivement, il y a une question économique qui se pose. Bien sûr. Il y a aussi l'accès à tous ces outils d'IA et d'adaptive learning qui ne sont pas encore implantés dans les entreprises et qui ne sont pas conformes pour des raisons de compliance. Qui sont pas, enfin, voilà, il y a plein d'aspects juridiques, techniques et économiques qui sont à prendre en compte. Mais à l'intérieur de la bulle des possibles, on va dire ça comme ça, moi, j'aime bien prendre le meilleur des deux mondes. Un truc que j'adorerais faire plus souvent dans les entreprises, c'est des banques de savoir, par exemple. Plutôt que de faire un parcours où tu commences à un point A et à un point B, tu mets à disposition des ressources et un système pour les trouver et tu fais changer un comportement pour aller chercher ça. Plutôt que de poser systématiquement la personne devant un e-learning en disant tu vas faire tout ton e-learning, tu vas répondre aux 23 questions à la fin et si tu n'as pas 80%, tu recommences. Ça, c'est... Pour les néophytes, c'est le permis de conduire. Hein. C'est ça. Le permis de conduire, c'est 3 ou 4 formats différents, filière libre, etc. Certains ont besoin de 200 heures, d'autres en ont besoin de 10. Certains vont lire le code de la route une fois, l'auront retenu, l'autre vont le pratiquer pour le retenir. Voilà, chacun son chemin. Tant qu'au final, on a l'objectif, voilà, la différence, c'est que vous allez accompagner effectivement des scénarios individualisés dans une massification économique. C'est un défi. Mais l'IA va vous aider. L'idée, c'est de le construire. Finalement, tu peux avoir des contenus qui ont été massifiés, tu peux filmer une vidéo. Par une vidéo, il n'y a rien à faire. Tu dois à un moment aller tourner une fois, elle est faite. Mais l'idée, c'est de ne pas obliger la personne à passer par le même chemin. C'est ça pour moi qui joue. C'est pas tellement les ressources, c'est plutôt le chemin qu'on utilise pour y parvenir. Après, tu peux avoir des croisements. Hein. Tu peux commencer à un point, prendre 4-5 chemins, te retrouver à la vidéo et puis continuer à avancer, etc. Pour embrayer sur une autre partie de ton parcours, on va peut-être venir au pack d'excellence. Ok, ça marche. S'il y a des gens qui nous écoutent qui ne sont pas
belge, Familiarisé. francophone, donc le pacte d'excellence. Je vais te laisse expliquer ce que c'est. En gros, c'est une Xème réforme, évidemment, de l'enseignement, et avec toute une série de propositions qui ont été mises sur la table. On appelle ça les avis du pacte, écrits par, pour une fois, et ça c'est une plus-value qu'il faut quand même laisser, par les acteurs de terrain. Donc on a été réunis en grand nombre à des dizaines, voire des centaines de reprises pour que chacun puisse donner son avis. Et puis une fois que tous ces avis ont été recueillis, il y avait un document unique qui est sorti, et cet avis a été utilisé pour réformer l'enseignement autour du pacte d'excellence. Donc quand j'entends aujourd'hui pour les Belges cette fois-ci qu'on est pour ou contre le pacte d'excellence, ça n'a aucun sens. C'est un ensemble de réformes. On peut au sein du pacte d'excellence être pour des choses ou contre des choses, mais globalement, ou alors on est anti-réforme, évidemment on aime bien le système actuel, on ne veut pas le réformer. Mais de manière globale, des propositions du style augmenter l'accompagnement en préscolaire, personne ne peut être contre l'idée qu'il y ait plus d'enseignants pour moins d'élèves en préscolaire. Ça ne peut être que positif pour l'enseignement. À l'inverse, dans les dispositions, par exemple, il y a l'allongement du tronc commun. On passe maintenant de la 2e secondaire, on faisait des choix d'options, à la 3e secondaire. Donc pour nos amis français, à 14 ans, on choisissait, maintenant on choisit à 15, pour ceux qui ont un parcours linéaire. C'est pas compliqué. Je vais faire comme la moitié des gens qui réagissent. Je prends mes enfants comme exemple. J'ai un enfant, il ne savait pas quoi faire, il était à l'aise dans tous les cours, il a adoré que le tronc commun, et l'idée que le tronc commun a évolué, parce que pour lui, c'est toucher à plus de disciplines, c'est plus de temps pour choisir, c'est super. Et puis j'ai un deuxième qui sait ce qu'il veut faire, qui a du mal avec l'école, qui attend qu'une seule chose, c'est d'être dans son option, parce qu'il veut faire que ça. Et tout le reste, il n'y arrive pas. Et donc lui, il déteste le tronc commun, parce qu'à 14 ans, il avait déjà fait ses choix. Donc voilà, je crois que chacun a son avis, tout le monde a raison d'une façon ou d'une autre, mais cette réforme vise à essayer de contenter le plus grand nombre, avec des bons choix, des mauvais choix. Chaque citoyen est libre de s'opposer à l'un ou l'autre des dispositifs. Et vu de l'extérieur, Ouais. C'est vrai que quand on n'est pas dedans, on se dit, mais c'est quand même un processus qui a pris beaucoup de temps, vu de l'extérieur. Et de l'intérieur aussi. Et donc, parfois, on voit quand les décisions qui sont prises du pacte d'excellence, je critique pas les gens, Non, je regarde un processus, et on voit les changements que ça génère. Vu de l'extérieur, on se dit, OK, tout ça pour ça. Et c'est souvent dans le monde corporate ou le monde du learning qui n'est pas dans l'enseignement, un peu ce qu'on dit. Donc, c'est très facile à dire, vu de l'extérieur, on n'est pas dedans. Non, tu as raison, mais je pense. quand je dis tout ça pour ça, par exemple, moi, je me serais dit, tiens, par exemple, on va dire, on va ressortir avec un enseignement où il y a des activités, il y a des enseignements, par exemple, transmissifs ou théoriques le matin, puis l'après-midi, on passe en activité, on change complètement les pédagogies, etc. Et on en ressort, tu vois, avec voilà, l'allongement du tronc commun, OK. Je me souviens je riais beaucoup avec ça, et je ris pas des gens, mais où je me souviens qu'il y avait eu 24 mois de débat, tu confirmes ou pas, pour savoir si on faisait des heures de 50 minutes ou de 40 ou de 45. Ou d'une heure, oui. Ou d'une heure. Et que ça, mais je me dis, mais pour nous, vu de l'extérieur, ça semblait des changements à la marge. Ouais. Ah, je comprends. J'assume complètement ce que je dis. Mais c'est allez, toi, tu étais dedans. compromis. Donc, et avec un immense respect pour les gens qui ont passé du temps, parce qu'ils ont fait ça sur leur temps libre, et la plupart des gens, en plus de leur boulot, ils n'ont pas touché d'argent pour ça. Il faut le dire aussi, ça. C'était du bénévolat. C'était du bénévolat. C'est quoi les grands apports et pourquoi on n'a pas accouché avec quelque chose de vraiment qui change tout, en fait? Je vais faire un lien avec le monde de l'entreprise pour que tu vois vraiment la différence entre le service public et l'entreprise. Autant l'entreprise, tu peux te dire, tu as un leader, un peu ton patron, quoi, mec. Tu le vois comme un leader, tu vois, comme quelqu'un qui te pousse vers l'avant et qui a un projet sur 10, 15, 20 ans et qui t'amène avec lui, etc. Le politique, c'est tout le contraire. Le politique, c'est des projets à court terme qui, en plus, si on va élire un parti différent après, va vouloir chambouler le système précédent. Donc le pacte d'excellence, c'est un travail de 15 années. Il faut à peu près 15 années entre le moment où on commence à travailler et le moment où ça va être appliqué correctement. Sur 15 années, on a 3 à 4 gouvernements différents qui vont se succéder. Et si chacun vient avec ses modifications de réforme en disant finalement on fait le tronc commun, on fait pas, on va plus loin, on va plus en arrière, etc., toi en tant qu'employé d'une boîte où ton patron change tous les 3 ans ou 4 ans et qui change de directive, t'avances comment dans ce schéma? Je l'ai vécu. Est-ce que tu dis ça dans les boîtes? Arrive dans les boîtes. Ça arrive, mais c'est une catastrophe souvent. Dans le service public, c'est ça. C'est compliqué. Je ne vais pas aller jusqu'à la catastrophe, mais c'est forcément un élément compliqué qui vient complexifier les choses. Et donc, là, maintenant, on a commencé le tronc commun en 3e primaire. Première primaire, il y a 3 ans, 4 ans, parce qu'on fait par 2 ans. Je ne sais plus exactement les chiffres. Donc, on arrive en secondaire, et tout ce temps-là qui devait être utilisé pour former les profs de secondaire a été utilisé à se poser des questions.
Est-ce qu'on va le faire? Pas le faire. Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Est-ce que la formation continue va les former ou pas? Et là, on a reçu un document de la ministre au début de cette année-ci où on annule toutes les formations liées à l'arrivée du tronc commun dans le secondaire. C'est en septembre, bordel. Enfin, il faut y aller, quoi. Et donc, on annule tout sans raison. Il y a eu des sorties médiatiques du CGEC, etc., pour dire on en a marre, on ne sait pas où on va. Et moi, je comprends que les enseignants dans ce bazar-là, ils soient en train de le transformer en modification à la marge. Parce qu'ils ne sont pas capables de s'y plonger et de faire tout ce qui est intéressant dedans. Et je crois que c'est capable dans le sens, pas les compétences, capable au niveau de « mais on veut quoi de moi demain ?» Je m'y perds. Le burn-out des enseignants, il est lié à ça aussi. L'instabilité politique, l'instabilité des réformes. Quand tu n'as pas fini d'appliquer une, mais qu'on te l'enlève déjà, mais enfin, ça ne marche plus. Et le problème, évidemment, c'est que le système politique aujourd'hui, il est toujours au même rythme qu'avant, mais pas la classe. Donc quand tu veux mettre aujourd'hui, demain, tu as envie d'enseigner autrement, tu peux le faire dans ta classe, mais le cadre académique, il va mettre 3 ans à s'adapter. 4 ans, 5 ans à s'adapter. Comme tu l'as dit, ta femme, si demain elle a envie d'eux, elle ne pourra pas, parce que dans 4-5, il faudra 3-4 ans pour que ses collègues, ses machins, etc. Et quand elle aura obtenu son outil, c'est plus le bon. Parce qu'elle aura envie de faire de l'IA et des bazars comme ça. Le référentiel qu'on a écrit maintenant il y a 6-7 ans, on parlait pratiquement pas d'IA. Et aujourd'hui, on va nous reprocher, et à juste titre, mais on apprend aux élèves des trucs d'il y a 6-7 ans. C'est le temps politique, en fait. Donc, il faut peut-être laisser aussi aux écoles une marge de manœuvre plus grande pour qu'elles puissent adapter les contenus et dire, voilà, est-ce que le programme, c'est si essentiel que ça? Il y a peut-être des bases communes, c'est ça l'idée du tronc commun, mais après, essayons peut-être quand même de pouvoir surfer sur les vibes, quoi. Ah, mais ça, personnellement, c'est quelque chose que j'explique souvent parce que, en tant qu'humblement expert de la gestion des organisations, etc., je dis souvent, il faut quand même se rendre compte que l'enseignement, je parle en fédération Wallonie-Bruxelles uniquement, c'est 100 000 personnes. C'est 100 000 personnes, c'est la taille de Microsoft sur l'ensemble du monde. Ça, 100 000 personnes. Et c'est géré par des directives d'une équipe de 20 personnes, en vérité. Et donc, pour moi, la seule manière que ça puisse évoluer beaucoup plus, c'est qu'on puisse avoir des projets pédagogiques qui fonctionnent sans prendre nos enfants. Je suis parent, toi aussi, 2 familles nombreuses. En plus, mais je veux dire qu'on puisse arriver à voir ce qui fonctionne à changer, c'est de la décentralisation. On peut pas. Le problème, c'est que paradoxalement, cette décentralisation, elle va occasionner des différences interétablissements colossales. C'est compliqué. Et donc, le découpage social du pays va encore être plus complexe. En fait, le paysage francophone, pour l'instant, il va être obligé de se resserrer au niveau de l'enseignement. C'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir autant de réseaux, on ne peut plus avoir autant d'écoles à proximité, etc. Tout ça va devoir à un moment se recentrer. Il y a trop d'offres pour trop peu de demandes et de la concurrence trop proche. Donc, si on rassemble tout ça... Et c'est possible, ça c'est compliqué, ça prendra peut-être 10 ou 20 ans, mais en tout cas, d'un point de vue économique, ça va être une urgence. Tu ne peux pas avoir à 2 rues d'intervalle, ça je le vis, à 2 rues d'intervalle, la même formation où il y a 3 étudiants d'un côté, 3 étudiants de l'autre, et une quantité de profs dingue que tu dois payer pour faire la même formation, à quelques nuances près, qui sont évidemment celles du pouvoir organisateur. Parce qu'il y a une école, il faut dire les choses, parce qu'il y a un réseau catholique qui est parallèle à un réseau officiel. Un réseau communal, un réseau... Et qu'il y a une armée de réseaux même dans je ne parle pas forcément de fusionner le catholique et le communal, et la fédération. C'est quoi ton opinion là-dessus, d'ailleurs? La coexistence de 2 réseaux qui n'ont... C'est pas 2 réseaux. Le problème, c'est que c'est pas 2 réseaux. Non, mais je prends le catholique. Il y en a 4 ou 5. La vraie question que je vais poser, c'est une question qui va peut-être choquer certaines personnes. Et moi, je questionne la rationalité d'avoir de l'enseignement catholique en Belgique. Honnêtement, je questionne le fait que ça existe encore aujourd'hui. Là, tu questionnes les fondements de la Belgique. C'est une question que je voudrais poser. Et la liberté. Tu veux évidemment créer une école catholique en Belgique, libre à toi. Tu veux créer une école musulmane, libre à toi. Comme en France, tu as un ministère de l'Éducation nationale qui soit mono-réseau et où les directives sont les mêmes, et où après il peut y avoir un travail de fond qui se fait, mais qui ne va pas se heurter à des résistances multi-partisanes, multi-confessionnelles, moi je suis en train avec ça. Je n'ose pas répondre à cette question pour la simple raison qu'en tant que directeur d'école, je dois défendre tous les points de vue. Donc je ne peux pas te donner le mien. Ce que j'ai envie de donner, c'est plutôt le fait que j'ai l'impression qu'on ne sait pas l'éviter parce qu'économiquement, on a un souci. C'est même pas idéologiquement. Idéologiquement, j'ai mon avis et mes profs ont des avis. Mais économiquement, on ne pourra pas survivre avec autant de propositions. Il y a une époque, c'était l'école de l'État qui formait les enseignants. Donc on a divisé, très bien, divisé pour offrir une offre individualisée, etc. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Maintenant, on est en train de remassifier. Alors je disais tout ça pourquoi? Parce que finalement, on s'est un peu éloigné de la réflexion, mais il n'y a pas de souci. Tout ça, c'est pour dire aussi que plus on va massifier, plus on va les rapprocher, ces différentes écoles, plus on va avoir des guidelines globaux. Et donc, on va avoir une liberté académique qui va se réduire. Qu'est-ce qui fonctionne pour toutes les écoles de la Belgique? Qu'est-ce qui fonctionne pour tous les cours de mathématiques? Et on va
tout rassembler sur des grands aspects. C'est des grands directeurs qui vont avoir 7-8 000 étudiants à gérer plutôt que 200 ou 300. Beaucoup moins proche du concret, beaucoup moins de temps pour aller voir les résultats, etc. Et donc, plus ça va devenir une liberté académique cadenassante, des problèmes juridiques, etc., plus ça va être pesant pour l'enseignant. Mais dans l'autre côté, et c'est là qu'il faut se réjouir, c'est qu'il y aura une liberté pédagogique accrue. Ça veut dire que là où on est cadenassé par un système, dans ma classe, plus personne ne viendra me voir. Je suis tellement un pion dans un gros bazar que dans ma classe, j'ai une totale liberté et je peux construire des choses et innover et tenter des choses. Et je peux, doucement mais sûrement, mettre des graines et faire évoluer des concepts. Alors, je voudrais aussi rebondir sur ce que tu dis. Ouais, donc, si tu prends l'exemple français, effectivement, où c'est un État laïque, l'enseignement public en France, c'est une catastrophe. Hein. Ah, mais c'est une catastrophe partout dans le monde. De toute façon, non, je veux dire, aujourd'hui, c'est pas partout dans le monde. Les facteurs de succès d'un enseignement. Alors, et voilà, je ne vais pas parler de ma philosophie, de mon idéologie ici, mais je veux dire, j'ai des positions aussi idéologiques sur faut-il un enseignement confessionnel ou pas. Mais ce que je veux dire, en tout cas, c'est que moi, je pense que plus important qu'un enseignement très centralisé, puisque la France a une culture de son État hyper centralisée, ce qui est une grosse différence par rapport à la Belgique. Et ça se vit aussi même dans le corporate, dans le management, c'est vraiment très différent. J'ai commencé ma carrière dans une boîte française, je peux en parler. Moi aussi, j'ai Météo France. Donc. Mais, je veux dire, voilà, quand tu regardes, que ça soit étatique, centralisé ou pas, c'est une question d'efficience, quelque part. Quels sont les enseignements les plus efficients? Les enseignements où on a pensé la pédagogie en fonction de l'expérience des apprenants, où le métier de prof est valorisé, bien rémunéré et valorisé socialement et intéressant. Enfin, tu as quelques facteurs comme ça. Et après, effectivement, il faut rationaliser. Mais c'est le politique, hein, tu as la gauche, tu as la droite, et en fait, la réponse est certainement au milieu. Hein, et c'est un petit peu ça, parce que tu peux très bien tirer les conclusions du système français en disant ils ont des qualités et des défauts. D'ailleurs, c'est assez drôle, on vient de reformer l'enseignement supérieur pour s'adapter au système français, pendant qu'eux font marche arrière et viennent au système belge. Donc, on est en train de... c'est assez rigolo. Mais, en politique aussi, ils font ça maintenant, ils font des coalitions. Non, mais par contre, à l'inverse, on a des choses aberrantes en Belgique, comme par exemple, quand tu as la malchance d'avoir un ministre de l'enseignement obligatoire qui n'est pas dans le même parti que le ministre de l'enseignement supérieur, tu as des stupidités politiques qui se mettent en place par confrontation d'idéologie. Et donc, est-ce qu'on va enseigner aux professeurs les programmes de l'autre partie dans l'obligatoire? Ça n'arrive jamais en France. Tu as un ministère de l'Éducation, donc tu as un discours cohérent. Donc c'est cool. Qui dit discours cohérent dit peu de polyvalence, peu de débats, peu de discussions, peu d'idées, peu d'avis, Et donc, la Belgique est plus forte. On fait venir les acteurs, on débat. Elle est où la bonne solution? Mais l'effervescence est intéressante, mais je me pose quand même à un certain moment la question de l'efficacité. Ou de l'efficience, on peut le... Alors c'est une question qui avec quel objectif? L'efficacité avec quel objectif? D'atteindre pour tous, en tout cas pour le maximum d'enfants possible, le niveau prescrit dans les différents référentiels de toutes les matières, de toutes les options possibles et imaginables. Je te donne encore un autre exemple. Moi, c'est là que je le vois, je me pose la question, ok, il faut que tout le monde sache lire, écrire, calculer, réfléchir, être un citoyen. Enfin, il y a toute une série de choses qu'on promet aux citoyens, mais que l'école puisse répondre à cette promesse et y répondre de façon plus juste et plus unifiée socialement. Je vais te mettre face à un dilemme qui va, à mon avis, t'intéresser. Partons du principe qu'il faut l'équité, voire même l'égalité, si on le prend à la française, sur les enseignements. Et donc, tu te dis, en troisième année, tous les élèves vont apprendre la pollinisation des abeilles. Comme ça, tous les élèves en Belgique savent ce que c'est qu'une gestion d'une colonie, etc., par rapport aux animaux, et à faire des parallèles, etc. On est tous d'accord. Pas de bol, ou vraiment du bol, je ne sais pas comment il faut le voir. Dans l'école où je travaille, il n'y a pas d'abeilles, mais il y a des chèvres. Qu'est-ce que je fais? Le programme m'oblige à parler des abeilles, alors que j'ai un environnement spécifique dans lequel je suis en train d'enseigner qui me permettrait de faire d'autres choses, conceptuelles, concrètes, avec des animaux à côté de moi. Et le système est... Alors, qui a raison? Je ne sais rien. L'équité, c'est génial, mais l'équité, c'est pouvoir choisir aussi. L'équité, pour moi, c'est le minimum. C'est-à-dire que ça représente, je sais pas, 50% de ce qu'on fait à l'école, cette espèce de tronc commun obligatoire, et qu'après, on puisse avoir des choses en plus. Et c'est là qu'on se perd. C'est là qu'on se perd, justement. On est d'accord, en fait. Justement, j'ai jamais dit le contraire. Vous pouvez ne pas être d'accord. De toute façon, il n'y a pas de d'accord ou pas d'accord. On débat. On débat, mais on est d'accord sur le fond, au final. On a les mêmes points de vue. Je pense qu'effectivement, c'est pas qu'on... Ni toi ni moi avons pris position. Je pense que c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas spécialement d'accord. On est juste conscient que c'est difficile et que ça doit être très compliqué pour les professeurs de s'organiser, et qu'aujourd'hui, quand on voit la charge mentale des enseignants et les burn-out et les enseignants qui abandonnent après quelques années,
toute cette charge, je suis désolé, ils l'ont en tête en permanence. C'est très difficile de faire des choix, de boucler des programmes, en même temps être individualisé, de répondre à son quartier, d'aller voir son artisan, de se mettre avec en même temps, dès que tu fais un truc un peu hors du système, tu dois rattraper le système. Et franchement, c'est un boulot compliqué. C'est le reste le plus beau métier du monde. Hein. J'en suis convaincu. Mes deux parents sont profs, ma grand-mère était prof. Moi, personne, mais j'adore. mais voilà, ça reste le plus beau métier du monde et le plus impactant dans la vie de quelqu'un, souvent. Aussi. Absolument. Et donc, sur le pacte d'excellence, parce que tu nous as expliqué le système. Excuse-moi, je suis parti dans tous les sens. Non, mais on est là pour ça. On va juste encore exploser le timing, mais vous êtes habitué apparemment. Mais ce que je voudrais, c'est quoi très rapidement, mais les points positifs. Tu dis là, on a vraiment eu des victoires et les choses qui sont restées inachevées. Ça, je pensais qu'on y arriverait. Je vais me recentrer sur mes intérêts personnels, parce qu'évidemment, les victoires, on les regarde par rapport à ses intentions. Moi, c'est clair que l'approche polytechnique, ça, j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un élève qui rentre à l'école, il découvre beaucoup plus de disciplines que par le passé. Et on a essayé, en tout cas dans le pacte, de les mettre à égalité. Aujourd'hui, que tu deviennes menuisier ou que tu deviennes ingénieur, ça doit être un métier et une passion, ça se vaut. Ça ne doit pas te différencier. Un métier est mieux que l'autre. Apprends tout, découvre tout dans les métiers et choisis. Donc voilà. On va aussi bien cuisiner à l'école que l'on va faire des algorithmes ou qu'on va faire des mathématiques poussées ou du français poussé. Il faut que tout soit là pour que l'étudiant ou l'élève découvre l'entièreté du monde et pas la performance dans certaines disciplines. Ça, c'est la théorie qui est derrière le tronc commun. Ça, c'est une des théories derrière le tronc commun, effectivement. Okay. Il y a aussi l'allongement du choix, etc. D'autres réussites pour moi, c'est évidemment, et ça c'est très personnel, l'arrivée des compétences numériques. Il n'y avait pas par le passé, donc forcément, savoir qu'aujourd'hui, on va éduquer les élèves aux compétences numériques, et pour moi, il y a urgence. Alors si je vais essayer de ne pas faire trop long, mais on a aujourd'hui, nos enfants, nos élèves sont des consommateurs de numérique. Voilà, à l'image un petit peu de la consommateur de télévision. Très rares sont ceux qui vont produire un contenu. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, le numérique nous permet d'être acteurs. Et donc, on doit amener ces élèves à être acteurs pour eux-mêmes, pas forcément pour d'autres. Ils peuvent aussi produire pour d'autres, mais pour eux-mêmes, aujourd'hui, ils doivent savoir utiliser tous les outils pour être plus performants, pour répondre à des besoins, pour résoudre des problèmes, et ainsi de suite. Donc, on doit les faire évoluer. Pour ça, on doit leur faire comprendre le système, etc. Si je peux me permettre une analogie, pour un peu expliquer à ceux qui sont moins néophytes, c'est un petit peu comme si sur Terre, il n'y avait que des taxis. Donc, en gros, chaque fois que tu veux te déplacer, tu dois faire appel à un taxi. Tu ne choisis pas le modèle, tu ne choisis pas la forme, tu ne choisis pas la manière de rouler, etc. Tout dépend d'autres personnes. Tu as besoin d'un déplacement, tu dois t'informer, etc. Mais personne n'a sa propre voiture. Le numérique, c'est ça aujourd'hui. C'est l'impression qu'il y a tout un truc de dispositif à ta portée. Tu peux tout consommer, mais ça ne répond pas à toi. Pour que ça te réponde, il faut que tu le nourrisses. Comme l'IA. Il faut aller produire des contenus, ouvrir des débats, discuter avec des gens, etc. Apprendre à construire, à créer ces supports, à les diffuser, à les partager. Il n'y a rien de mieux qu'un enseignant qui partage aujourd'hui. Ça devient un métier collectif. C'est un des gros changements. Donc, je suis un peu perdu dans mes pensées, mais tout ça avec l'image du taxi te permet de comprendre que... je me suis perdu. Je vais un peu te recouper. On était sur Excuse-moi. On était sur les réussites et ce que le pacte excusez-moi, mais je reviens. Donc, c'est la question effectivement des compétences numériques qui sont maintenant acquises. Donc, ces élèves-là, merci de m'avoir mis sur le droit chemin, sur la bonne voie de taxi, vont pouvoir effectivement développer ces compétences-là, être acteurs d'un système et aussi ne pas être dépendants sans comprendre ce qui se passe. Il suffit de poser une question à un élève, tu prends une photo aujourd'hui, elle va sur le cloud, est-ce qu'elle t'appartient, est-ce qu'elle appartient à quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Ils n'en savent rien. Enregistrer j'ai des étudiants en supérieur qui n'ont jamais ouvert un ordinateur, qui ont tout fait sur téléphone, enregistrer un fichier, un concept de fichier, un concept de données, un concept d'appartenance, de propriété. J'ai l'impression d'une perte des compétences informatiques depuis que le tactile s'est généralisé. La grande question, c'est de savoir si on est capable de produire plus qu'avant. Oui. Donc nos élèves savent produire des choses qu'ils ne savaient pas produire il y a 10 ans. Mais les fondamentaux... Mais derrière... comprennent-ils les systèmes qui se mettent en place? Là où dans les années 80, pour produire bêtement un texte, il te fallait lancer des commandes promptes, enregistrer des fichiers, récupérer des disques, c'était hyper compliqué, tu avais une compréhension très fine du système, mais tu avais produit un truc assez mauvais. Aujourd'hui, tu produis un truc de qualité, mais tu as juste posé une question à ChatGPT. Donc voilà, il y a entre les deux une compréhension, à l'image d'un permis de conduire. À l'image d'un permis de conduire, tu es obligé aussi d'avoir quelques bases
Regardez, le permis de conduire, c'est marrant. Aujourd'hui, on doit, je reviens avec cette idée-là, mais savoir réparer un moteur ou presque, quoi. Il faut savoir sauver une vie. Non, mais à l'époque, on disait le code de la route, ça suffisait. Aujourd'hui, on va plus loin. On dit pour être un bon les fameux pilote. 32 sur 40 de l'examen théorique. Tu te souviens de ça? Aujourd'hui, ça a changé. Hein. Ils doivent savoir réparer une roue, ils doivent savoir repérer un bruit un peu mauvais, etc. Tu peux même comprendre des trucs sur la nomenclature des pneus, des machins comme ça. Enfin, ça, c'est le garagiste qui s'en occupe d'habitude. Mais aujourd'hui, tu dois savoir, ça fait partie. Mais c'est super intéressant de maîtriser l'outil que tu véhicules. Tu vois, je dis pas qu'il faut être garagiste. Non. Mais il y a des bases. Je veux qu'aucun enfant soit programmeur, sauf ceux qui le désirent et en font une passion. Mais qu'un enfant sache comment un algorithme fonctionne et puisse influencer l'algorithme qu'il va produire pour lui, ça, c'est l'objectif. Ça, c'est génial. Et c'est le principe des grosses boîtes de Belgique. Hein, quand tu vois Odoo, c'est ce que tu es en train de développer. Donc ça, c'est là où tu es content. Ouais. Et là où tu es moins content du... Enfin, moins content. Ouais, je ferai une réponse plus brève par rapport au pas content. Mais évidemment, il y a de nouveau, personnellement, l'allongement du tronc commun, j'ai mis des doutes. Je ne suis pas content, mais j'ai mis encore des doutes. Je trouve que la proposition qu'on entend maintenant avec un retour des options pourrait être intéressant, juste il arrive un peu tardivement. Pour le reste, au niveau des doutes et des difficultés... Oui, peut-être la formation des enseignants. Je crois qu'on n'a pas eu l'occasion d'aider le public des enseignants à se mettre vraiment au tronc commun. On les a amenés à se débattre autour, à se positionner, mais les préparer aux intentions, etc., c'est vite passé à la trappe. Il suffit de regarder la presse. Hein. Le retour du latin. On s'en fout du retour du latin. C'est quoi l'intention ? Pourquoi est-ce qu'on fait revenir le latin ? Voilà. Donc, si tu me dis pourquoi, et que le pourquoi, je ne l'accepte pas, donc le latin ne sert à rien, ok. Mais juste parce que le latin... Forcément, le public il se stabilise dans son image qu'il a. Le latin, ça ne sert à rien, on enlève. Pourquoi le latin ? Pourquoi le numérique ? Quelles sont les faiblesses des enfants ? Pourquoi est-ce qu'on remet l'accent sur le français et les maths ? Parce que PISA, parce que comparaison avec le monde entier. Et alors, on a une grande chance aussi en Belgique, c'est qu'on est lent. On est souvent les derniers. Donc, en Europe, on est quasiment le dernier à avoir mis en place des compétences numériques. Mais ce qui est cool aussi, c'est qu'en étant les derniers, on peut copier ou aller voir tous les autres. Et donc, quand tu parlais de la Finlande, etc., on a fait le tour au niveau du pacte pour aller voir toutes les bonnes pratiques. Et on a essayé de les rassembler. Alors, on apprend après que certains font marche arrière et développent là, mais au moment où on l'a écrit, c'était l'intention positive qui était derrière. On dit de nouveau, est-ce qu'il faut suivre un texte aveuglément ? Il y a la loi et l'esprit de la loi, il y a le référentiel et l'esprit du référentiel. Ce qu'on veut, c'est juste et uniquement des citoyens responsables capables de s'épanouir dans un métier qu'ils aiment et qui est utile à la société. Ça, c'est le seul objectif de tout le bordel de l'école. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Tout le reste, c'est des guidelines pour le faire bien et pour être sûr que n'importe qui ne dérape pas et pour qu'on soit en une légère égalité et équité. Mais laisser une liberté aux profs, ils vont se débrouiller, ils vont bien se rendre compte. Ils peuvent voir un truc aujourd'hui à la télé et demain réagir en classe. Si ce n'est pas au programme, qu'est-ce qu'on fait ? Tant pis. C'est ça qui est intéressant maintenant. C'est plus intéressant de réagir sur ce qu'on a vu là-bas. Je dis amen à ça. Amen, absolument. On retourne au catholique, là, les gars. On va parler des réseaux, là. Quand je posais la question des réseaux, c'est plus l'idée d'une rationalisation financière de la structure, de la méga structure qu'il y a autour de l'enseignement, mais au contraire pour maximiser la liberté en place. Ça se met en place. Hein, c'est en train de se mettre en place. Je pense que c'est un chemin naturel qui va se faire, où on se rend compte finalement qu'on fait sensiblement les mêmes choses dans une école Saint-quelque-chose ou à l'école communale, je ne sais quoi. Ouais. On va se retrouver dans le même chemin. Ce qui va être dommage, c'est qu'on va le pousser pour des raisons économiques. On ne va pas le pousser pour des raisons d'idéologie. On est en train de dire au public, il y a urgence de diminuer l'offre parce qu'on n'a plus les sous pour les payer. Non, il y a urgence de diminuer l'offre parce qu'on peut travailler ensemble et fournir des choses de qualité. Et surtout, un truc qui, moi, me fait rire, c'est qu'on demande aux écoles de se faire la guerre pour obtenir des étudiants. Donc moi, tous les hautes écoles de Belgique et l'université, monsieur ne me trompe pas en tout cas, sont payés par le même employeur. Mais les profs, c'est la Fédération Wallonie de Bruxelles qui les paye. Vous recevez une enveloppe qui est proportionnelle au nombre d'inscrits. Donc, on nous met en concurrence entre nous pour finalement former le même nombre d'étudiants. Donc, qu'ils soient à gauche ou à droite, de toute façon, on s'en fout. C'est la même enveloppe et c'est les mêmes trucs. Non, mais pour qu'on les attire et pour qu'on ait plus de choses à côté, on met de l'argent pour se faire de la publicité, se mettre en concurrence les uns avec les autres. C'est de l'enseignement. Là, il y a un truc qui, dans le fond, ne va pas. Évidemment, je me bats pour que mon école soit la meilleure et je me bats pour que mes enseignants soient bons et je me bats pour que mes élèves aient une expérience pédagogique positive, etc. Mais je pense que mes concurrents font la même chose, avec peut-être d'autres ambitions. Mais au final, voilà, pourquoi est-ce qu'on se bagarre ou on se met l'un contre l'autre alors qu'on a le même patron ? T'imagines dans une boîte où c'est comme s'il y avait une boîte qui avait ouvert 10 boîtes et qui met tout qui donne de l'argent à chaque boîte pour faire de la pub les uns contre les autres, pour voir laquelle sera la meilleure. Tu peux faire ça, hein. Évidemment, c'est parce qu'il y a sûrement des gens qui ont théorisé une façon utile de faire ça dans les entreprises, mais ça, je n'ai pas la ref pour le. Moi, je n'ai pas travaillé dans une entreprise comme vous l'avez fait, mais ça pose des questions. Je l'ai vu. Mais tu diras pas où, non, je l'ai vu, mais je veux dire, mais ici, là où tu as raison, c'est que c'est de l'argent public. Si on veut, tous, voilà, y a pas, l'État n'a pas d'argent puisque c'est notre argent à tous.
Il s'agit de l'éducation de nos enfants. Et si on veut maintenir un enseignement, ce qui est une particularité belge, majoritairement public et accessible. Notre force. Et de bonne qualité. On doit avant tout, et j'adore ce que tu viens de dire, en fait, il y a la rationalisation économique qui est indispensable. Après, bon, on peut débattre pendant des heures. Sur le comment, etc. Oui, Sur le comment, quand on dit on est hyper endetté, on doit de l'argent à qui, enfin voilà. Ça, c'est des débats très philosophiques. Plus complexe. Mais effectivement, là où je partage complètement, je plus sois, c'est quand tu dis c'est dommage qu'on y arrive comme ça, parce que ça veut dire que les gens vont y aller contraints, forcés, donc tu vas avoir des résistances énormes. C'est ça. Alors que ça serait tellement plus intéressant d'avoir de travailler ensemble dans une optimisation collective. Autre gros sujet dont on voulait parler, c'est la fameuse formation initiale des enseignements, l'allongement / la pénurie. Ouais. Alors, ces deux on peut faire un lien. font-ils une corrélation statistique? Je ne sais pas. En sous-question, tu vas nous le dans un dire. scénario de pénurie des enseignants, qu'est-ce qui justifie, d'après toi, le fait qu'on soit passé de 3 à 4 ans, ce qui va littéralement créer une année vide pour la formation? Cette année-ci. C'est mathématique. Fin d'année. C'est cette Fin d'année, on n'aura pas d'étudiants Et sortants. ça passe pas auprès de pas mal d'enseignants. Ils se posent des questions du pourquoi, comment. On n'arrête pas de nous dire qu'on n'en a pas assez. Mhm. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu peux nous éclairer un peu? Ouais, je peux essayer en tout cas de vous donner mon point de vue. Après, je ne partage pas Pour le le point coup, de vue c'est de tout le monde. question naïve pour le sujet. Ouais. On n'est pas enseignant, on n'a pas suivi cette formation, donc on n'est J'ai pas pas au courant. du tout suivi ce dossier. On n'est pas du tout dedans, mais c'est une on question va qu'on pas du tout entend compétent. beaucoup les gens en parler. On va essayer de simplifier les choses, mais tout en étant cohérent. Il est clair que n'importe quelle formation à laquelle tu annonces une année de plus, ça fait plaisir. Parce que forcément, il y a beaucoup plus de savoir à enseigner. Il y a parfois aussi des arrivées dans les écoles qui sont avec des compétences plus basses alors, à l'entrée. Donc, tu démarres peut-être un peu plus bas en arrivant de secondaire pour certaines filières. Je pense notamment à nos enseignants préscolaires. Beaucoup viennent du qualifiant, donc il faut encore rattraper un certain niveau pour pouvoir directement sortir avec les attendus. Et à la sortie aussi, le métier d'enseignant, il n'y a rien à faire. Il est beaucoup plus polyvalent et complexe qu'il ne l'était il y a X temps pour X et Y raison. Donc, rajouter une 4e année, de base, c'est une bonne intention. Deuxième bonne intention aussi, c'est se mettre sur les normes européennes. Parce qu'en Europe, il faut laisser 4 ans minimum pour devenir enseignant quasiment partout. Et donc, pour pouvoir avoir un diplôme... En France, sur des écoles, c'est un master, donc tu as forcément... Ils sont en train de changer, hein, mais tu vois... Ils rétropédalent. Ils rétropédalent, justement, au moment où nous, on va vers eux. On en parlait tout à l'heure. Donc, nous, effectivement, sur cette idée de s'aligner, de pouvoir offrir de l'Erasmus, du coup, parce qu'on est aussi à des niveaux, etc., on y a vu plein de plus-values. Et on parlait même de 5 ans au départ. Un diplôme universitaire avec un master, le compromis est arrivé à 4. Donc, que du positif dans l'intention. Après, à côté de ça, se passe le pacte d'excellence et se passent des décisions où on dit, parallèlement à ça, qu'on va attendre plus des enseignants. On revoit les niveaux. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais avant, on parlait des maternelles, des primaires et des secondaires. On était prof de maternelle, prof de primaire, prof de secondaire. Maintenant, ça ne s'appelle plus comme ça. On est section 1, section 2, section 3. Section 1, section 2, section 3, ça ressemble un petit peu, mais ça augmente les empans. Ça veut dire que, par exemple, les profs de Régenda, pour ne citer qu'eux comme exemple, ils doivent pouvoir donner cours aujourd'hui en première, deuxième, troisième, secondaire, comme avant, mais aussi en 5e et 6e. L'intention, elle est louable, c'est d'assurer une transition plus l'école douce. primaire, ça. Oui, en primaire, Okay. exactement. Excuse-moi, j'ai pas dit primaire. Donc, effectivement, l'intention, c'est de pouvoir faire un passage plus doux entre le primaire et le secondaire, qui était une rupture. Donc, les profs sont formés de la 5e primaire à la 3e secondaire. Ça veut dire qu'avant, sur leurs études... Dans toutes les matières, alors, parce que le régent, lui, il était dans une matière ou des régents en sciences, en français, en langue, il devrait être capable de gérer... C'est une des questions, une des problématiques qui est soulevée, Okay. effectivement. Est-ce qu'il devient spécialiste de sa discipline, y compris en 5e et 6e, ou est-ce qu'on en fait un gars polyvalent parce qu'il pourrait être titulaire de classe? Donc, imaginez bien qu'en enseignant en 3 ans les maths, par exemple, aux futurs profs de première, deuxième, troisième, secondaire, aujourd'hui, on nous rajoute 4e et 5e primaire. Donc, ça fait 40% de plus de savoir et de compétences à faire développer chez les élèves en juste un an de plus. Première chose. Déjà, ça ne rentre pas. Mais en plus de ça, on nous a ajouté un truc, c'est que maintenant, les profs sont quasiment tous polyvalents, c'est-à-dire qu'ils ont 2 disciplines. Maths, par exemple, aujourd'hui, c'est maths et numérique. Quand tu fais prof, tu deviens prof de maths et numérique. Français, c'est français et EPC. C'est français et langue étrangère. C'est français, voilà, etc. EPC pour les études éducation. Éducation philosophique et citoyenne. D'accord. Ok. Tu as français et latin. Tu ne peux pas être prof de latin, tu es prof de français et prof de latin. Et comme ça, il y a toute une série où il y a, maintenant, le système des universités, il y a une majeure et une mineure que tu dois maîtriser. Donc, on te rajoute 40% d'empans, de nombre d'élèves à savoir former, et on te rajoute une deuxième discipline, donc 50% de savoir. 50% de plus, 40% de plus. Avec une seule année de plus, tout le monde est frustré. Tous les profs ont vu leur nombre d'heures diminuer. Le prof qui enseigne aux futurs profs, je sais pas moi, la géographie par exemple, il avait 20-30 heures pour l'enseigner. Aujourd'hui, il en a 12,
parce qu'il faut faire rentrer beaucoup plus de choses dans beaucoup moins d'espace. Et donc, il y a une certaine frustration collective. Et donc, s'il y a un malaise global, et par rapport aux étudiants qui rentrent dans ce système et par rapport à la pénurie, eh bien, c'est plus exigeant. Beaucoup plus de cours, beaucoup plus d'évaluation, beaucoup plus de switchement de cerveau d'un savoir à l'autre, parce que beaucoup plus de découpe dans tous ces bazars-là, pour finalement une année de plus encore, et aucune revalorisation salariale derrière. On ne leur a pas dit, vous allez plus vous former et on vous donnera plus d'argent, vous allez juste plus vous former, et le système augmenter restera l'exigence, le mais on même. n'augmente pas la reconnaissance liée à ça. Ni la reconnaissance publique, ni la reconnaissance financière, parce que les financière. deux vont de pair. On est en train de cracher sur la soupe des enseignants plutôt que de dire on est en train de les former davantage. Il y a un élan positif qui est en train d'être mis en place. Et surtout, on est en train de diminuer la différence entre être prof de maternelle, primaire, secondaire inférieur et prof de secondaire supérieur. Parce que pour être professeur de secondaire supérieur, tu vas à l'UNIF faire tes 4 années ou tes 5 années, tu fais encore une agrégation ou un truc du genre, et puis tu peux rentrer. Et ce parcours-là est beaucoup plus proche maintenant en durée que le nôtre. Mais c'est pour prester moins d'heures et gagner plus. Donc celui C'est vrai que qui la mise en hésite- compétition entre les deux, tu te dis, est-ce que je suis vraiment motivé à Et devenir tu- instituteur et partie 1, quoi, en maternelle, où c'est vraiment très, très, très exigeant physiquement, etc. Ou de se dire, moyennant une année de plus et un titre universitaire plus polyvalent qui me permet de faire d'autres exactement, choses, compris. je vais plutôt faire un master en physique et donner cours de sciences. C'est ce qu'on pense aussi. C'est ce qu'on pense aussi. vrai On le vérifiera, mais en tout cas, il y a cette crainte, effectivement. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'au niveau de la psychologie de l'enfant, le 12, 13, 14 ans, c'est des années particulièrement compliquées et lourdes pour un enseignant. C'est un vrai défi de donner cours dans ces âges-là, parce que c'est des âges où, d'un jour à l'autre, un élève est différent. Il a une hormone qui a évolué, ou que sais-je. Il y a telle ou telle opposition qui se met avec le système scolaire, etc. C'est très compliqué. Donc, il y a un certain confort, et un professionnalisme, une reconnaissance aussi sociétale d'être prof dans le supérieur, secondaire. Donc, voilà, il y a une compétition qui se met là, qui est un peu malsaine. Mais le problème, évidemment, derrière tout ça, c'est que c'est pavé de bonnes intentions. En fait, c'est ça qui m'énerve. Moi, je suis content qu'on ait passé à 4 ans. Je suis content qu'il y ait une polyvalence. Moi, je suis content que les étudiants aujourd'hui fassent le numérique en plus pour devenir prof. Je suis content qu'ils fassent l'éducation sexuelle et affective. Je suis content qu'ils fassent la citoyenneté. Je suis content tous ces trucs-là qui développent la différenciation. Ça s'est rajouté, le co-enseignement. C'est des cordes à leurs arcs. Donc, je suis content de la réforme, mais son application, elle est douloureuse, nécessaire ou pas, c'est une vraie question. J'en sais rien. Je n'ai pas envie de répondre à cette question-là, mais c'est dur en tout cas. Ok. Mais donc, oui, ton message, c'est quand même, c'est une bonne chose. Et maintenant, il va falloir voir les applications pratiques et la gestion. On va sortir des enseignants, je l'espère, j'aime pas dire plus qualitatifs, parce que tu vas apprendre forcément beaucoup sur le métier aussi, donc nos professeurs sur le terrain sont qualitatifs, mais en tout cas, on va sortir des étudiants formés différemment, avec un arc de compétences plus élargi. On va plutôt dire ça comme ça. Pas meilleur, mais plus élargi. Ils auront touché à plus de choses et seront plus conscients de pas mal de choses, seront capables d'intégrer le numérique pour des élèves en difficulté, seront capables de réagir à la question de la vie sexuelle et affective, seront capables de tenir des discussions citoyennes et responsables, éthiques, etc., auxquelles on a moins formé par le passé. Donc, c'est clairement des étudiants Plus outillés que je au vois. départ. Oui, mais à l'inverse, on a la crainte, comme les enseignants ont la crainte, que dans leur spécialité, on atténue la compétence. Le prof de maths va peut-être faire moins d'enseignement, va avoir moins de cours de maths dans sa formation qu'il n'en avait par le passé. Parce que forcément, tout le reste vient compléter. Donc, il y a du bon. Ça, c'est un débat qu'on a eu avec John récemment dans l'épisode précédent. On se pose la question de est-ce qu'il faut vraiment avoir une maîtrise de mathématiques pour enseigner les maths en secondaire. Objectivement, peut-être pas. En tout cas, la complexité de ce qu'on est en mesure de produire dans la discipline, quand on a une maîtrise universitaire dans cette discipline, est largement plus important. Lui était plutôt sur cette logique de polyvalence, justement, d'essayer de... On pourrait peut-être d'être un petit peu moins expert et un peu plus pédagogue. Mais le rêve, Tu c'est vois les deux. Hein. C'est un Ah, ça expert serait génial. pédagogue, évidemment, parce que l'expert, il est capable son cerveau a forcément travaillé plus la compétence et donc va être capable de faire plus de liens, plus de choses. Donc, plus tu en sais sur une Et discipline, paradoxalement, plus souvent tu vas moins la apprendre. pédagogie. C'est pour ça qu'on rêve de métiers hybrides. On parle de formation hybride, mais on parle de métiers hybrides aussi. Technopédagogue, c'est ça. Tu viens de mettre exactement le doigt sur quelque chose. C'est quelqu'un qui est aussi bon techniquement qu'il est aussi bon pédagogue. Tu ne peux pas avoir quelqu'un qui est moins bon dans l'un des deux. On attend les deux. Et là, les profs, ça devient compliqué d'être parfois sur 3 casquettes, bon pédagogue, bon mathématicien, bon numéricien, pour donner l'exemple. Ça commence à être complexe, hein, là, ouais. Ça devient compliqué, lourd, et nos professeurs dans nos hautes écoles sont toujours aussi exigeants, et ils ont raison, ils attendent le meilleur des élèves. Donc le prof de maths ne doit pas être moins bon que l'ancien. Donc le prof qui donne le cours de maths veut qu'on aille aussi loin qu'avant, mais avec moins d'heures, et donc ça devient des études qui sont lourdes. Je pense que ces difficultés-là sont liées à la pénurie d'enseignants qu'on rencontre actuellement. Non, la pénurie Le d'enseignants... combo, hein, ouais. le manque de reconnaissance au niveau sociétal, au niveau financier, la difficulté croissante du métier, la mutation du métier,
les conditions qui changent, les enfants qui changent, enfin, tout change. Ouais, c'est une question de culture aussi, hein. Moi, j'ai eu l'occasion de pas mal voyager pour tout ce qui était numérique, etc. Et donc un peu voir ce qui se passe. Et je me souviens d'une situation qui m'a fait sourire. J'étais au Canada pour un colloque et on m'a invité à un match de hockey le soir pour profiter du plaisir d'être là-bas. Et à la mi-temps du match de hockey, ils ont décerné une médaille à un enseignant pour innovation pédagogique. Elle avait mis en place un projet dans la ville, etc. Et je me dis, cette enseignante, elle est sortie de là. Les élèves étaient tous présents pour lui remettre le prix. Il y a eu quelque chose de l'effervescence, le public a hurlé. C'était un monde dingue qui hurle autour de cet enseignant. Elle est sortie extrêmement grandie. Et je me dis, waouh, c'est super. En même temps, tu te vois appliquer ça ici. La première chose que tu vas avoir comme remarque, c'est inégalitaire. Pourquoi mettre un professeur en avant? Pourquoi l'assassiner? C'est de le mettre en compétition. La culture n'est pas la même. Et donc, on ne sait pas mettre le système américain ou canadien chez nos enseignants aujourd'hui. Ça ne marchera pas. Et notre culture, elle a la compétition individuelle, alors que l'enseignement tend à des compétences collectives. Parce que, je suis désolé, aujourd'hui, il y a assez sur Internet que pour trouver des bonnes leçons, sans devoir se prendre le chou. Mais quand tu demandes au professeur d'activité, formation professionnelle, etc., il faut créer ta leçon spécifique, machin. Moi, ce qui m'intéresse surtout que l'étudiant qui ait trouvé quelque chose de cohérent et puis qu'à tour de ça, il puisse s'adapter à un contexte. Je donne un tout petit peu de théorie pour ceux que ça intéresse, pour qu'ils puissent creuser. Il y a un modèle qui s'appelle le modèle TPACK. Je crois que c'est Mishra et Couler qui ont rédigé ça. C'est 3 grosses bulles. Les 2 premières, elles sont connues. C'est savoir et pédagogie. Et le croisement des deux, c'est le défi des enseignants. Je dois enseigner des savoirs et je dois choisir une pédagogie pour le faire. Et donc là, au milieu, c'est les profs. Ce n'est pas des maîtres du savoir, sinon ils seraient universitaires en sciences, en maths, etc. Non, ils ont des compétences suffisantes pour les savoirs. C'est la discussion avec John Rizzo. Et à droite, ils ont des compétences pédagogiques. Ils vont essayer de croiser les deux. Ça, c'est l'intermédiaire. Dans TPACK, il rajoute une 3e bulle, c'est le numérique. En disant, voilà, est-ce que les savoirs doivent changer parce que le numérique est là? Est-ce qu'il faut encore maîtriser les ruisseaux de l'Ouganda alors qu'on peut les trouver en 3 secondes sur Google Maps? Ça questionne les savoirs. Ça questionne aussi les pédagogies qui sont à droite parce que forcément, la bulle, vous imaginez bien que ça fait 3 bulles qui se croisent, donc il y a une autre intersection. Ça questionne aussi, est-ce qu'on enseigne comme avant les cours d'eau, il faut les maîtriser, mettre un plan au tableau? Non, on sort un Google Maps, on se chipote, on se balade, on véhicule, on construit les savoirs. Et puis au centre, tu as la relation des 3. Et souvent, quand je demande aux enseignants de m'expliquer TPACK, par exemple, ils s'arrêtent à ça. Et en fait, ce qu'ils oublient toujours, c'est qu'autour de ce schéma-là, il y a une grosse bulle qui est le contexte. Et le contexte, il est prioritaire. En fonction de ta classe, de tes ambitions, de tes objectifs, tout vient changer. Tes élèves en face de toi, ils ne sont pas capables de passer l'étape suivante, hein, la zone proximale de développement. Ton savoir, tu dois l'adapter parce que le contexte a changé. Ta pédagogie, en école Montessori, en école ceci, etc., tu dois l'adapter aussi. Et tu peux tout combiner comme ça, mais le primordial, c'est le contexte. Et le problème, c'est que le politique aujourd'hui, et je reviens un peu sur les questions d'avant, elle considère le contexte global unique qui est la Belgique, pas le contexte de chaque enseignant dans sa classe. Mais après toutes ces belles paroles, on va arriver tout doucement à la fin de cet épisode. Un grand merci parce qu'il y a plein de choses incroyables qui ont été dites. On voudrait conclure aussi sur Ludovia, qui est un événement auquel on convie tous ceux que ça intéresse. Je pense que l'inscription est libre. Tout à fait, c'est gratuit. C'est gratuit et c'est libre. Nous, on y sera, en tout cas. Super. C'est du 21 au 23 octobre à Spa. Exactement. Ouais. Qu'est-ce qui représente cet événement pour toi, et pourquoi c'est important? Alors Ludovia, ça sera sa 6e édition, je crois, en Belgique, il y a un truc comme ça. Ce sera vérifié, mais je crois que ça fait 6. Ce qui est chouette, c'est que on appelle ça le festival pédagogique et pas le colloque ou un truc du genre. Parce que ça se consomme comme un festival. En gros, tu arrives là et tu as des scènes qui sont réparties avec des lieux de formation, des enseignants qui partagent, des étudiants qui présentent ce qu'ils font, des entreprises aussi qui montrent ce qu'elles ont développé, etc. Et tu circules, et un peu comme un festival où tu entends une musique que tu aimes bien et tu t'approches du concert, ou tu as déjà programmé à l'avance parce que tu veux absolument aller voir tel artiste, tu fais ce que tu veux, et tu te balades et il y a à boire et à manger au niveau pédagogique. Ouais, c'est une banque de savoir, de savoir-faire et de compétences et d'altruisme. C'est ça qui est génial, c'est que tu arrives là-bas peut-être un peu fatigué, parce que c'est juste pendant le congé de Toussaint pour beaucoup d'enseignants, et tu es reboosté pour quand tu ressors de là, pour les semaines qui suivent, parce que tu te rends compte que tu n'es pas tout seul, qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites par les autres, et qu'on est tous à la fois dans la même galère et dans le même positivisme de on peut faire mieux. Et tout le monde est là-bas dans cette idée-là. On va voir le premier soir, par exemple, il y a un concours dont j'ai la responsabilité qui s'appelle le Ludovia Express. C'est 4 enseignants qui vont venir montrer des pratiques pédagogiques. Et le but, c'est d'entre guillemets, choisir celui qui a la plus grosse innovation. Mais en fait, ils ont tous gagné. À partir du moment où ils sont là et qu'ils présentent leur truc.
Et c'est ce qu'ils vont inspirer, c'est ce qu'ils vont mettre en place. Je me rappelle que la première gagnante, une semaine après, elle était engagée comme technopédagogue parce que voilà, il fallait qu'elle passe ce positivisme autour du CEGEC en l'occurrence. Donc voilà, il y a ce côté positif de se retrouver. Tous ceux qui n'en touchent pas une en numérique, c'est les premiers bienvenus parce qu'ils vont trouver des gens passionnés et il y a un écolage qui se fait naturellement. Tu sais pas, viens, on va te montrer et on va tenter ensemble. Et c'est tous des bricoleurs. On n'est pas face à le gars de Microsoft qui te vend son outil. Tu es face à un enseignant qui a essayé un truc, qui a du bon, du mauvais, qui voit les doutes, qui voit les trucs, qui a essayé 4 ou 5 outils différents avant de choisir le bon et qui va t'expliquer pourquoi, qui va te faire gagner un mois de travail et qui va te transmettre une passion de... On continuerait pas ça à 2, à 5, à 10, à 15, à 20, à 100. On fait une communauté de pratique autour de ça. Et c'est ça. Ludovia te ressort de là à chaque fois avec un monde qui t'accompagne extraordinaire. Donc j'invite évidemment tous les enseignants qui sont capables de se rendre, et les non-enseignants aussi, et les élèves et les jeunes, parce qu'il y a aussi un Ludovia Kids qui s'organise dedans, où il y a des activités pour les jeunes pour découvrir un peu les compétences numériques. Et nous, en tout cas, Visual Scaling, on y sera. Et cool. On invite aussi tous les collègues, concurrents et néanmoins confrères à venir. Et aussi même aux responsables formation des boîtes, parce qu'il y a un truc, moi, que je pense vraiment, dont je suis convaincu, pas du tout pour amener l'idéologie néolibérale ou uniquement une approche commerciale dans les écoles, mais c'est que je pense qu'il faut beaucoup plus d'échanges entre les gens qui sont dans la formation professionnelle en entreprise et le monde de l'enseignement, et les professionnels d'entreprise et le monde de l'enseignement. C'est un peu une discussion qu'on a eue off the record, alors comment on doit le faire, je ne sais pas. Mais ça, c'est le genre de lieu où ces gens peuvent se parler, se rencontrer. Et nous, en tout cas, des enseignements ici que j'ai du podcast jusqu'ici, c'est qu'on se rend compte qu'on a les mêmes problématiques. Et que, en fait, on doit beaucoup plus se parler et arrêter de se méfier les uns des autres. Et ça, c'est le genre de lieu où on peut le faire et où on sera tous en plus passionnés par une chose, c'est comment nos collègues, quand c'est des collègues, ou nos élèves peuvent apprendre mieux à utiliser la plus-value pédagogique. Je sais tous ensemble à découvrir. En tout cas, on mettra en description du podcast l'intégralité des liens qui vous emmènent vers le site officiel de Ludovia pour vous inscrire. Évidemment, le lien ne fonctionne plus après le salon, donc on rappelle les dates, Michael ? C'est 20, 21, 22, c'est ça ? C'est toi qui nous as donné du 21 au 23 octobre. Du 21 au 23. Chaque année, ça change. ASPA. C'est compliqué. Et c'est ASPA qui est toujours dans la plus belle province du monde. La province de Ludovia a une seule obligation, parce qu'il y a des Ludovia en France, en Suisse, etc. C'est obligatoirement dans une station thermale, on n'a pas le choix. C'est dans le contrat de base. Donc c'est Spa ou Chaudfontaine, ici, il n'y a pas trop. Voilà, donc ça limite les choix, c'est pour ça qu'on n'ira pas vers Bruxelles, les genres de choses, même si c'était avec un grand plaisir. Mais voilà, donc il faut savoir aussi qu'il y a effectivement Ludovia France, Ludovia Suisse, etc. Et donc si Ludovia Belgique vous plaît, allez faire un saut un jour à Ludovia France. C'est la même expérience multipliée par 20, par 30. C'est toute une ville qui s'arrête pour Ludovia. Toute une ville. Ok, intéressant. Soyez les bienvenus. Tu as aussi écrit un livre et tu peux nous en dire un peu plus sur ce livre et le message qu'il y a derrière. Oui. Et à qui est-ce qu'il s'adresse ? Alors, ce livre avait pour objectif de répondre à un besoin. C'est ça l'intérêt du bouquin. C'était de transformer les compétences numériques attendues par les nouveaux référentiels en leur donnant du Digicomp. sens. Oui, exactement. Digicomp a été transformé en... J'ai bien écouté, monsieur le professeur. C'est vraiment toute la terminologie. Le Digicomp européen a été transformé en un référentiel FMTTN, ça s'appelle comme ça. Et ce référentiel-là, il est classé après par année. Donc un prof qui arrive, qui débute, il prend son année, il voit les compétences qu'il doit enseigner et il travaille autour de ça. Moi, ça me frustre de me dire, rien n'a été pensé comme ça. Tout a été pensé par continuum. Un étudiant, il a tel âge, à tel moment, il évolue, il fait ça à ce moment-là parce qu'il a déjà appris ça, parce qu'il va apprendre ça ensuite, etc. Donc l'idée du bouquin, c'était de dire d'où viennent toutes ces réflexions, comment est-ce qu'on avait fait pour produire un référentiel comme ça, donc le parcours Digicomp, etc. Et puis après, concrètement, cette compétence-là, elle s'appuie sur tel savoir qui a dû être enseigné avant, et bien sur ça, et comment faire une continuité logique. Et alors j'ai été aidé par Audrey Kums, que je salue d'ailleurs ici, qui était très aidante, qui elle a trouvé des pratiques concrètes de terrain. Donc elle a chaque fois dit, voilà, en quatrième primaire, on doit apprendre les premiers pas de la programmation, parce qu'on va apprendre à programmer en quatrième primaire maintenant, en cinquième primaire, je suis embrouillé, en cinquième. Et elle a trouvé des exercices concrets que les enseignants ont mis en place, elle a mis les liens, etc., pour aller voir ce qui se fait. Donc ça peut aussi inspirer sur les pratiques. Donc donner du sens à l'apprentissage, c'était une de mes grandes ambitions, et exemplifier un maximum pour que les gens soient à l'aise. Et pour compléter, ça c'est pour l'avenir, je suis en train de travailler sur un manuel. Donc pour le décliner en exercice pratique pour les classes. Il faut sortir l'année prochaine normalement. Et là, pour la première secondaire, c'est là-dessus que je me suis appuyé. Chaque année, on sortira un modèle secondaire 2, secondaire 3, si le secondaire 3 existe toujours en tronc commun. Mais en tout cas, un support aux enseignants les moins outillés.
Je crois que le rêve de chacun, c'est de se passer de manuel, d'enseigner naturellement, mais certains ont peut-être besoin de ce tremplin pour devenir autonome. Donc, on leur fournira cet outil-là. On mettra aussi le lien vers. On mettra en vers ton avant lien. tout ça. Merci, N'hésite pas à nous pour ceux envoyer que ça une intéresse. copie du manuel quand il arrivera. On sera un plaisir d'en parler. Ça, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Michael, c'était un immense plaisir Partagé. de te revoir et surtout d'avoir ton partage sur le podcast. Merci à Et vous. on dit bientôt à tout le monde et bientôt à toi et au plus tard à Ludovia alors. C'est ça, rendez-vous à Ludovia. Un grand Venez merci. tous à Ludovia. Venez tous à Ouais, et Ludovia. viens nous saluer. Hein. À plus. Merci d'avoir écouté le Skillcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à nous laisser un commentaire. Et si vous avez envie de prolonger la réflexion ou simplement de nous écrire, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn. À bientôt pour un nouvel épisode.